Comme ça, en sous-vêtements, c'est normal. Ça C'est m'aide, une non. tendance. Ça m'aide. Ça, Et oui, comme vous le voyez, même les candidats maintenant vont un petit peu contrôler les placements de produits qui se passent ici et là. Bonjour l'ironie, j'ai envie de vous dire. Cette semaine, nous allons parler de toutes les exclusivités et de toutes les actualités autour des 50 saison 2, mais également de Julia Paredes avec son discours qui a pas mal dérangé sur le monde de l'influence et les soins en France avec Jérém Star. J'espère que cette émission va pouvoir vous intéresser. Elle est sur le thème chic and sweet. N'oubliez pas de liker et commenter tout le long pour réagir. Abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait. Je m'appelle Rudy, je reviens sur les actualités télé, people et influence. J'ai hâte de vous présenter l'émission de la semaine et je vous retrouve juste après le générique. Nous nous retrouvons donc pour cette mise au point pour l'émission de la semaine sur le thème chic and sweet. J'ai dit ça parce que je trouvais que ce petit haut faisait penser à un bonbon et j'avais envie d'être dans un thème chic. Donc j'ai mélangé les deux, je me suis dit que chic and sweet ça pouvait être pas mal. Cette mise au point va comporter trois choses. La première revient sur Pierre Palmade, étant donné que la semaine dernière je vous ai un petit peu raconté tout ce qui se passe avec le fait qu'on voit Pierre Palmade en boîte de nuit, etc. Et il y a beaucoup de personnes d'entre vous qui m'ont dit que les vidéos que j'ai diffusées pouvaient dater, donc il faut faire assez attention avec ce qui circule sur internet. Au moment où je vous en ai parlé, je n'ai pas vu ça, mais il est vrai qu'un petit peu plus tard, j'ai en effet vu des rumeurs qui disaient que ces vidéos dataient. Au moment T, je ne peux pas vous dire exactement ce qu'il en est. Tout ce que je sais, c'est que Pierre Palmade, il me semble, a dû retourner à l'hôpital pour des soins. Donc nous verrons bien ce qu'il en est, mais je voulais quand même vous en parler pour commencer. La deuxième chose revient sur Poupette Kenza parce que c'est un petit peu similaire. En gros, au moment où ma vidéo est sortie, de nouvelles informations sont sorties également et par conséquent, j'étais pas forcément dans l'actualité au complet. Aujourd'hui, il me semble qu'elle s'est exprimée, mais il me semble aussi qu'il y a eu un problème avec un meet-up. Donc ce sont encore des choses qui sont à creuser et je regarde ça de près pour vous en parler une fois que ça sera terminé. Ma voix part en cacahuète, on adore. Et enfin, la dernière chose sur laquelle je voulais revenir pour cette mise au point est la dernière vidéo que j'ai sortie sur ma chaîne Lifestyle. Pour celles et ceux qui ne savent pas, j'ai une chaîne qui s'appelle Rudy Coppel Lifestyle et Vlog. Dessus, je vous parle vraiment de tout et de rien. C'est un petit peu comme mes stories Instagram, mais sur YouTube. Et vu qu'en ce moment, je suis pas sur les réseaux, j'aime beaucoup être sur cette chaîne. Et dernièrement, je vous ai sorti une vidéo où je vous expliquais qu'en ce moment ça n'allait pas trop. Aujourd'hui ça va mieux, enfin je suis vraiment sur un chemin de positif, mais c'est vrai que dernièrement c'était pas trop ça et j'ai eu beaucoup de soutien suite à cette vidéo. Honnêtement, je m'y attendais pas à avoir autant de soutien, donc merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de m'envoyer un message, de mettre un petit commentaire. J'ai absolument tout lu, merci beaucoup, ça me touche beaucoup et c'est remotivant et reboostant. C'est la raison pour laquelle pour cette émission je risque d'être un petit peu à vif, on va dire. Mais voilà, c'était donc tout ça pour les mises au point. Nous allons passer aux stories de la semaine. Elles sont nombreuses, mais il y avait pas mal de choses sur lesquelles revenir, donc j'espère que ça va pouvoir vous intéresser. La première story de la semaine revient sur Maya Adorable parce qu'en effet, dans un post Instagram qu'elle a posté le 4 juillet 2023, elle a tenu à partager un message de prévention par rapport à un problème de santé. C'est concernant les check-up gynécologiques. En fait, elle s'y est rendue pour la première fois. Vous allez voir, je vais vous citer un petit peu. Et on lui a décelé un kyste qui faisait une taille de 10,5 cm. Je parle d'un kyste ovarien. Il faut savoir que selon les chiffres que j'ai vus, il y aurait 5 à 7% des femmes qui développeraient un kyste ovarien au cours de leur vie, mais malheureusement parfois on ne le décèle pas assez rapidement et Maya semblait en avoir un qui était installé depuis un sacré moment. Elle disait: si je n'avais pas attendu pour aller consulter, si j'avais écouté mes proches m'avertir de toujours faire des check-up, j'aurais pu éviter que ce kyste devienne si énorme, qu'il joue sur mes hormones, qu'il pèse depuis des années sur mon quotidien et mon moral et toutes les autres complications que ça aurait pu engendrer. On avait peur que mon ovaire ne résiste pas et qu'on soit contraint de l'enlever entièrement, mais heureusement le chirurgien a réussi à le sauver. Parce qu'en fait, quelque chose qu'on ne sait pas forcément, c'est que la plupart des kystes ovariens sont bénins, mais malheureusement certains peuvent empêcher la fertilité et plus si jamais ils sont vraiment graves.
Et si la taille du kiss de Maya était aussi grosse, c'est tout simplement parce qu'elle n'y est pas allée avant. Elle le dit elle-même, j'ai attendu d'avoir 21 ans pour aller consulter un gynécologue car j'avais peur. J'ai toujours été effrayée de sortir de chez le médecin avec une mauvaise nouvelle à digérer. Donc j'ai préféré fermer les yeux et retarder le moment. Et en fait, du coup, elle profite de cette expérience et de ce poste pour faire passer le message qu'il faut y aller. Elle dit le manque de temps, le manque d'informations, la peur du jugement, la peur de l'inconnu, qui, quand, où consulter. Dédramatisons ensemble la consultation gynécologique. Vous n'êtes pas seul. Elle a précisé seul, S-E-U-L-E ou sans eux. Parlez-en autour de vous, à vos proches, à votre médecin traitant et écoutez votre corps. Et en fait, il est totalement normal, je pense, d'appréhender des check-ups, surtout quand c'est les premiers. Mais je pense que ça peut vraiment vous sauver et vous faire du bien, surtout si vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Donc, je voulais vraiment remercier Maya d'avoir partagé cette expérience et ce message de prévention. C'est ce que j'appelle de la bonne influence et c'est ce que je vous dis quand je vous dis qu'il y a des influenceurs que je trouve quand même assez remarquables dans leur prise de position, dans leurs conseils, dans leur manière de faire et dans leur manière de faire comprendre les choses. Donc bravo Maya, je voulais commencer là-dessus. La deuxième story de la semaine, je vais vous faire défiler les messages à l'écran, je ne vais pas forcément vous les lire, mais elle revient sur une petite brouille qu'il y a eu entre Maeva Martinez et Nabila. Je dis petite brouille qu'il y a eu entre, mais en fait c'est surtout Maeva qui a mis une réponse en story par rapport à ce que Nabila a dit, je vous en avais parlé. Nabila parlait du fait que selon elle, la France devenait raciste, etc. etc. Maeva Martinez a tenu à répondre en disant qu'on ne peut pas dire ça, qu'on ne peut pas généraliser, on peut comprendre qu'il y ait des situations qui font penser que la France devient de plus en plus raciste, mais que non, on ne peut pas généraliser. Et en fait, elle n'était juste pas du tout d'accord avec Nabila. Elle a fait quand même pas mal de stories à ce sujet qui montraient et qui visaient directement Nabila en disant non, tu ne peux pas dire ça. Il y a beaucoup de gens, j'ai pu contacter Maeva et elle m'a dit qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient du côté de Maeva. Elle m'a dit aussi qu'il y en a qui ne comprenaient pas trop pourquoi Maeva disait ça par rapport à ce que Nabila a dit. Donc elle lui a expliqué que selon elle, la France ne devient pas raciste, enfin qu'on ne peut pas faire une généralité de tout ça, mais que oui, il y a des problèmes à l'intérieur du pays et que c'est un petit peu ce qu'elle voulait faire passer dans ses messages. Maeva m'a confié qu'elle était assez contente d'avoir pris la parole par rapport à ça, dans le sens où ça a pu aussi ouvrir un dialogue entre elle et sa communauté. Et Nabila n'a pas répondu à ça, mais je pense que peut-être que Maeva avait le droit de s'exprimer au même titre que Nabila l'a fait. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez. Je voulais le placer dans les stories de la semaine parce que c'est quand même quelque chose qui a fait une évolution par rapport à une dernière actu dont je vous ai parlé. Ceci ne fait pas part avec les stories concernant Nabila et Maeva Martinez, mais c'est vrai que Maeva Martinez a fait pas mal de bruit aussi dernièrement suite à une vidéo qui est sortie sur la chaîne de Samzira, une vidéo où Maeva Martinez parle de plusieurs candidats. Je pense que nous parlerons de cette vidéo dans une émission prochaine, mais pour vous donner un petit peu l'eau à la bouche et certainement pour attiser votre curiosité, je vous laisse avec ce petit réel pris sur le compte Instagram de Samzira parce qu'une image vaut plus que 1000 mots. Et je vois, elle fait les tuches à Dubaï un petit peu. Et en même temps, c'est un peu le cas parce qu'elle vient de rien, tu vois ce que je veux dire. Elle a du mal à aligner, elle a du mal à avoir une conversation correcte, à aligner quelques phrases correctes. Quand je tombe sur ses snaps, l'autre fois, je sais plus, je suis tombée sur un truc où elle parlait de Laurent qui dort beaucoup parce qu'il réfléchit beaucoup. Et donc, vu que c'est un cerveau qui réfléchit beaucoup, il dort beaucoup. Elle raconte que de la merde tout le temps. Jazz, si t'as envie si tu te fais chier quand t'es constipé aux toilettes, tu l'écoutes et ça te passe ton temps et tu ris d'ânerie, mais tu ris d'ânerie, tu ris pas de choses. C'était post-caca. Ah oh putain, mais ça tombe bien. Mais elle a Mais ça tombe bien. Elle s'était tout de ça suite c'est mon cerveau qui s'est rappelé. Elle s'était tout de suite excusée auprès d'Andréane. Moi je pense que Jazz, elle a beaucoup plus à offrir, mais qu'elle est coincée dans le vice. Elle transpire la tristesse, elle transpire le mal-être profond et alors que je suis sûre qu'au fond, il y a un truc bien, tu vois, il y a autre chose et là, elle est bouffée par son monde. Je pense qu'elle n'a pas toujours contrôlé ou que voilà, mais je pense qu'elle est bouffée par le vice, bouffée par le plus, bouffée par le mieux, bouffée par bouffée par le vice. Ouais. Pourquoi je le pense vice? Je pense qu'il y a quelque chose en elle qui est... Tu vois, elle disait, ouais, j'ai aimé ma vie quand on était dans un petit appart avec une copine, qu'on avait que dalle et qu'on se satisfaisait de rien et je vois très bien de quoi elle parle, tu vois. Cette troisième story de la semaine revient sur l'épilation définitive. Et oui, je suis tombée sur une story du collectif AVI qui, en gros, mettait en avant le fait que maintenant, l'épilation définitive ne peut plus faire l'objet de placement de produits, que c'est interdit. Et je trouvais ça plutôt pas mal de le mettre en avant, déjà pour prévenir et pour tenir au courant de ce qui se passe par rapport au monde de l'influence. C'est très court, mais je pense que ça peut être informatif.
Nouvelles émissions sont en cours visiblement, d'après ce que j'ai pu voir sur les comptes des blogueurs, il me semble que c'était sur Chayara, de toute façon tout est à l'écran. Il y aurait 2 nouvelles émissions qui arrivent, une qui reviendra sur l'Effraté, donc en gros c'est Julien Tanti et Paga qui vont réagir à des anciens épisodes des Marseillais, si j'ai bien compris, en donnant un petit peu des informations exclusives et tout ça. Ça peut être pas mal à regarder, pourquoi pas. Et on a enfin la réponse du fameux tournage que Marois faisait avec Nicolo, avec Neverly. Qu'est-ce que c'était donc? Eh bien en fait il s'agit d'une émission de dating où Marois va avoir des dates pour trouver son futur prince charmant. Étant donné que cette émission a été filmée avant Love Island et que Love Island était en direct et que dans Love Island, Marois cherchait également quelqu'un, on peut tout simplement se dire que l'émission dont je vous parle qui va être bientôt diffusée n'a pas vraiment fonctionné pour elle. Quoi qu'il en soit, je me dis que ça va faire un petit peu d'air frais pour ces vacances d'été. Je vous laisserai me dire ce que vous pensez de ces 2 nouvelles émissions qui arrivent. Avant-dernière story de la semaine, celle-ci elle s'est rajoutée un petit peu comme ça sur le tas, mais je trouvais ça important de vous en parler. Il y a une abonnée qui est venue m'expliquer que Nicolas Lodina avait fait en story une sorte d'appel aux dons pour la sclérose en plaques, mais attention, c'est pas lui qui touche l'argent, c'est directement l'association concernée. J'ai trouvé ça extrêmement bien de mettre ça en avant. Pour vous expliquer, la sclérose en plaques est une maladie auto-immune qui affecte le système nerveux central. Une dysfonction du système immunitaire y entraîne des lésions qui provoquent des perturbations motrices, sensitives, cognitives, visuelles ou encore sphinctériennes, le plus souvent urinaires et intestinales. Je trouvais ça plutôt pas mal que Nicolas parle de ça. Ça peut vraiment éveiller les consciences. Ça peut aussi faire un appel aux dons, même de 10 centimes, 50 centimes, 1 euro. On sait qu'il y a une énorme communauté. Si ça peut aider, je le mets aussi en avant. Je vous laisse regarder. Les amis, c'est une cause aussi que je soutiens ici en Belgique. Donc ça touche 12 000 personnes en Belgique. C'est une maladie en fait neurologique. Et en province de Liège, il y a 600 personnes qui est touchée par la sclérose en plaques. Je vais vous mettre après le compte de la SBL si vous voulez faire un petit don. Voilà, 1 euro, 2 euros, 3 euros, 10 euros, 100 euros. Faites comme bon vous semble, mais au moins voilà, vous ferez une bonne action. Moi je vais d'en faire une. J'ai pris 5 beaux petits packs de savon. Gros bisous à vous. Bravo Nicolas pour cette prise de parole et c'est encore une fois cette bonne influence. On ne peut pas être parfait à 100% mais pour le coup je trouve ça plutôt bien, donc je voulais le mettre en avant et merci à l'abonné de m'avoir mentionné là-dedans, de m'avoir expliqué ce qui se passait. Et enfin, comme chaque semaine, la dernière story qui concerne une beauté naturelle. Il me semble que celle-ci est assez courte mais vraiment très mignonne. Je vous laisse regarder et nous passerons au top actu. Nous commençons le Top Actu cette semaine avec 2 nouvelles mamans sur Maman est célèbre. Un petit point sur cette émission qui est adorée des téléspectateurs sur TFX. Comme vous le savez, je vous l'avais dit précédemment, mais Mélanie Dacruz est au casting. Malheureusement, son avenir dans l'émission pourrait être compromis avec ce qui s'est passé début avril avec Samantha, la course-poursuite sur l'autoroute, etc., etc. La production n'aurait pas apprécié ce que Mélanie et Samantha ont fait, donc ils auraient demandé à Mélanie Dacruz de s'excuser publiquement sur les réseaux, chose qu'elle a fait et apparemment la production ne voudrait pas d'elle pour la suite, donc il se peut qu'on ne la voit pas dans les prochains épisodes. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui nous parlons de Maman est célèbre parce que 2 nouvelles candidates vont faire leur entrée dans l'aventure. Ces derniers jours, la chaîne TFX a dévoilé une mini vidéo sur les réseaux sociaux qui montre 2 femmes et pour garder le mystère jusqu'au bout, les voix sont modifiées, les visages sont floutés, on a quand même quelques indices, je vous laisse regarder. Je suis maman solo. J'ai 32 ans, j'habite sur la Côte d'Azur. J'ai un petit garçon qui a 2 ans. Je suis en couple, j'ai un enfant. J'ai participé à Secret Story. Vous m'avez découvert dans Secret Story. Au niveau des indices, comme vous l'avez entendu, nous savons notamment qu'il s'agit de 2 anciennes candidates de Secret Story. L'une est maman d'un enfant, elle a 32 ans et vit en Côte d'Azur. L'autre est mère célibataire d'un petit garçon. Des informations qui ont mis tout de suite un petit peu l'eau à la bouche à tout le monde. Les internautes ont creusé et sous tous les commentaires de la publication, nous pouvons dire que les 2 nouvelles mamans seraient Sarah Lopez et Barbara Hobsommer. C'est super possible, Sarah Lopez habite dans le sud avec son copain et sa fille. Barbara est une mère célibataire
célibataires. Les deux ont participé à Secret Story et franchement, après avoir vu la vidéo, je vous l'assure, pour moi, ce sont elles également. Je pense que ça pourra faire du bien parce qu'elles ont toutes les deux leur place dans Maman est célèbre. Je me dis que ça fera aussi encore une fois un petit renouveau, des candidates qu'on n'a pas vues depuis longtemps, qu'on va voir sous une autre facette. Je me dis que ça peut être pas mal et honnêtement, ça me donne un petit peu plus envie de regarder Maman est célèbre. Vous me direz ce que vous en pensez. Si on parle critique sur le physique, cette semaine j'en ai vu pas mal, mais celle qui a choqué le plus internet au point où la publication a été supprimée, il s'agit de Laura Lempicka. Comme vous le savez, elle est loin de la télé-réalité, par exemple elle ne voulait pas faire les 50, elle ne veut plus trop faire d'émissions, mais elle est quand même filmée pour C'est la famille. Donc en étant loin de la télé, le seul moyen de faire perdurer son business est de poster du contenu sur les réseaux sociaux et de faire l'influenceuse, d'être une influenceuse, donc de faire des photos, etc. etc. Et en fait, elle fait des posts, des stories, des réels, et on voit énormément de Laura. Dernièrement, quand je vous ai parlé d'elle, c'est parce qu'elle avait fait un placement de produit pour une marque de lingerie qui n'était pas du tout passée. Tout le monde disait qu'elle était vulgaire, etc. J'ai vu dans mes commentaires beaucoup de gens me dire que non, c'est juste la manière dont Laura Lempicka est, qu'elle est assez sulfureuse, qu'elle aime bien jouer avec son corps et qu'elle a le droit de le faire. Pourtant, aujourd'hui, comme pour Carla mercredi, les internautes reprochent à Laura Lempicka d'avoir trop retouché son corps sur une photo qui a été supprimée. Les internautes reprochent à Laura de véhiculer une image erronée de la personne, de la femme en général. Ça pourrait complexer pas mal de jeunes filles, notamment celles qui regardent les réseaux sociaux sans forcément se dire qu'il y a des retouches, etc. Mais aussi des jeunes hommes, on va pas se mentir. Et en fait, je trouve que pour une fois, les internautes ont raison. Donc attention, quand je dis qu'ils ont raison, je parle pas de la haine, des insultes, je parle du fond du message qui est que malheureusement, ça peut fausser l'image qu'on a et les représentations qu'on a des personnes, des femmes, des corps, etc. Et c'est pour ça que je trouve un petit peu dommage que dans la loi de l'influence, on doit seulement dire que notre corps est modifié s'il s'agit d'une collaboration, si j'ai bien compris. Et je trouve ça dommage parce que je me dis qu'on pourrait le mettre sous les photos retouchées, comme ça pourrait vraiment faire des réseaux sociaux un endroit vraiment plus réel. Donc c'est-à-dire que ok, tu retouches ton corps, il n'y a pas de souci, mais sous ta photo, tu écris photo retouchée avec Facetune, un truc du genre. Et je me dis que ça peut être plutôt pas mal pour déjà enlever cette barrière qu'il y a entre la communauté et l'influenceur qui donc est totalement modifié et recréer un lien. Et surtout être transparent. Je me dis que ça peut être plutôt pas mal. Visiblement, Laura, elle, n'a pas apprécié les critiques parce que lorsque j'ai cherché les images pour l'émission, la photo avait disparu de son compte, mais elle est retrouvable sur Google. Je vous ai déjà parlé du média Gens d'Internet, je l'aime beaucoup, il y a pas mal de choses qui reviennent sur ce média, sur l'influence, sur les réseaux sociaux, sur le monde digital au complet finalement. Et dernièrement, ils ont fait une sorte de petit rapport, petite enquête sur l'addiction aux réseaux sociaux. Je me suis dit que ça pouvait être cool de vous expliquer, de vous informer là-dessus. Tous les crédits vont donc à Gens d'Internet et le média sera en barre d'infos. En fait, ce média parle du fait qu'on voit rapidement une apparition de minimum 7 heures d'écran sur nos temps d'écran, sur nos smartphones, etc., nos objets connectés, et que principalement les réseaux sociaux pourraient être à l'origine de ça, notamment avec TikTok qui a réussi à capter l'attention de ses utilisateurs en scrollant, toujours proposer plus de contenu, un contenu qui t'accroche, et par conséquent le temps d'écran augmente beaucoup. Le média est allé parler à un psychologue qui s'intéresse aux mêmes questions et voici ce qu'il a dit. Pour qu'on parle réellement d'addiction, il faut qu'il y ait différents critères qui soient validés. Il faut par exemple que l'on constate un craving, c'est-à-dire un désir puissant et compulsif de se connecter à Internet, des difficultés à contrôler l'usage. Il faut aussi qu'on constate un syndrome de sevrage, c'est-à-dire quand vous retirez votre téléphone, vous avez un état de manque. Actuellement, les chercheurs sont en train de collecter énormément de preuves qui vont vraiment toutes dans le sens de la reconnaissance de l'addiction. Donc pour le moment, l'addiction aux réseaux sociaux pure et dure n'est pas reconnue. Par contre, une addiction au digital, elle existerait visiblement. Et honnêtement, je me dis que c'est fortement possible parce que quand je regarde juste moi dans mon quotidien, mon copain, etc., quand on est sur notre téléphone pendant 30-40 minutes, juste tu le poses, tu regardes un petit peu autour de toi et techniquement, tu vas vouloir le reprendre tout de suite. Et rien que ça, selon moi, ce sont des signes d'addiction. Profite de ce partage pour vous dire d'essayer de lâcher un petit peu vos écrans. Pendant la période estivale, il y a tellement de choses à faire. Allez vous balader en forêt, allez vous balader en ville, allez boire un verre avec un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Écrivez si vous aimez écrire, lisez si vous aimez lire. Trouvons des activités au moins dans les journées qui peuvent nous permettre, pour celles et ceux qui ne travaillent pas évidemment, moi j'aimerais bien lire mais j'ai pas le temps, mais qui peuvent nous permettre de décrocher un petit peu de nos téléphones, de faire baisser ce temps d'écran et surtout de se reconnecter au monde réel. Vous le savez si vous me suivez de près, en ce moment je suis
suis très loin des écrans et des réseaux en général, hein, sauf pour mon travail. Donc là, effectivement, j'ai un écran ici, un écran là, mais c'est pour mon taf. Mais en dehors de mon travail, je suis surtout dehors ou avec mes chiens, etc. Je suis beaucoup moins sur mes réseaux. C'est quelque chose qui est devenu très anxiogène pour moi et j'ai pas envie que ça contrôle mes émotions et mon stress. Je vous mettrai, comme je vous ai dit, le média et le dossier détaillé dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Vous me direz si tel est le cas et je pourrais peut-être parfois vous reparler un petit peu d'actualité de ce type. Jessica Tivna, critiquée pour son physique et mise dans des polémiques, épisode 5, c'est parti. J'ai vraiment l'impression que les gens ne laisseront jamais Jessica Tivna tranquille et je me dis qu'en plus avec la diffusion de C'est la famille, ils vont vraiment trouver les moindres trucs pour critiquer. Mais quoi qu'il en soit, cette fois-ci nous remontons à samedi dernier, le 1er juillet. Jessica partage sur Instagram des photos de son week-end en famille et dans ce petit carrousel, on voit une photo où elle pose avec son mari et on voit sur ses cuisses de la cellulite. Cette publication a suscité énormément de réactions sur les réseaux sociaux parce qu'il y a beaucoup d'internautes qui ont critiqué le fait que Jessica avait encore des jambes et des cuisses comme ça, et je mets des guillemets pour ceux qui m'écoutent en podcast, alors qu'elle fait des placements pour des produits anti-cellulite, etc. et que du coup il est impossible que ses jambes soient comme ça si ces placements fonctionnent. Je suis d'accord pour les placements, je peux l'entendre, mais en fait, c'est pas une science magique non plus et peut-être qu'elle ne l'utilise pas tout le temps. Peut-être que c'est quelque chose qui a un effet immédiat et que par conséquent, au bout de 2-3 jours, ça se relâche. Elle dit elle-même qu'elle était en vacances et que franchement, elle n'était pas franchement sur son corps, qu'elle se laissait un petit peu aller, qu'elle profitait de la vie et je trouve ça dommage d'aller recritiquer quelque chose comme ça. Surtout que de l'autre côté, ce qu'on critique surtout plus les placements de produits, c'est le physique de Jessica en disant que sa cellulite est moche, que ses cuisses sont horribles, etc. Et je trouve ça pas forcément cool et encore une fois comme avec Laura, je pense que ça peut vraiment complexer pas mal de gens qui vont lire ses commentaires. Face à tous les messages haineux, Jessica a répondu dans une vidéo sponsorisée où elle utilise une crème anti-cellulite pour masser ses cuisses, une manière assez ironique de répondre. J'ai pas retrouvé la vidéo, j'ai juste retrouvé une capture d'écran, je vous la mets à l'écran. Elle dit que malgré les critiques, elle continue d'utiliser ces fameuses crèmes, que ça lui permet de prendre soin de sa peau. Et moi, j'ai envie de vous dire que oui, en vacances, elle peut faire des excès ici et là et que par conséquent, son corps réagit de la même manière et que si derrière, elle veut réutiliser des produits en rentrant ou j'en sais rien, elle a le droit de le faire aussi. Et je trouve ça dommage de vraiment chercher le moindre petit truc pour aller tacler Jessica Tivna. Kevin Gage a fait énormément parler cette semaine, nous n'allons pas parler de son hospitalisation, etc. Ici, on y reviendra dans tout ce qui concerne les exclusivités des 50 saison 2, parce que pour moi, ça fait partie de ça. Mais c'est vrai qu'il a quand même fait pas mal parler. Comme vous le savez, Carla et lui vivent séparément depuis très longtemps et ils sont quand même en accord par rapport à leur petite fille Ruby. Une garde partagée qui d'ailleurs fait énormément de mal à Kevin, qui rappelle assez souvent à quel point c'est très dur. Mais vous le savez aussi, Kevin Gage a retrouvé l'amour et les internautes avait déjà remarqué qu'il voyait quelqu'un. Maeva a officialisé tout ça en filmant sa petite amie et en gros, elle l'avait filmé pour un petit peu tacler Carla. On va y revenir juste après. Donc, Kevin a décidé d'officialiser. Comme vous le savez, elle s'appelle Chloé, elle a 24 ans, elle habite à Aix-en-Provence et il a précisé qu'il l'a rencontrée grâce à un réseau d'amis et qu'elle est très loin des réseaux sociaux. Eh bien, il y a quelques jours, Chloé a été présentée à Ruby et d'après les stories qu'on a vues, Ruby avait l'air assez triste à propos de ça. Alors attention, je précise que sur ces stories, on est vraiment sur une capture d'écran et que j'ai vu vraiment pas mal d'internautes dire que Ruby n'était pas d'accord avec le fait d'avoir une belle-mère et tout ça et tout ça. Moi, je pense que juste à ce moment-là, elle tirait la tronche et qu'on a pris une capture d'écran de ça. Mais je pense que dans tous les cas, elle acceptera au fur et à mesure si Chloé reste vraiment dans le quotidien. Mais je trouvais ça assez fun de voir ce côté d'internautes qui se disent « Regardez, elle est vraiment triste, du coup elle n'est pas contente » alors que c'est vraiment juste une capture d'écran, il faut faire attention avec ça. Et surtout, je trouve ça plutôt pas mal que Kevin prenne les devants et présente du coup Chloé à Ruby. Est-ce que c'est trop tôt? Je ne sais pas, j'ai pas d'enfant, j'arrive pas à jauger, je sais même pas si on peut jauger, je pense qu'on le fait quand on le sent. Mais quoi qu'il en soit, c'est juste pour montrer que les choses avancent pour Kevin Gage. Qu'en pensez-vous? On m'a envoyé cette actualité hors télé 2 ou 3 fois, je voulais en parler. J'ai pris mes informations sur BFM TV. Les histoires de disparition, de true crime, etc. J'en parle sur ma chaîne Horror Murders Explained. Mais ici, c'était très court et dans l'actualité, donc je me suis dit pourquoi pas. Il y a un homme qui a disparu il y a 8 ans et au moment où il a disparu, il avait 17 ans. Aujourd'hui, il devrait en avoir environ 25. Il a disparu le 6 mars 2015 et il a été retrouvé inconscient avec des ecchymoses à côté d'une église au Texas. Cet homme s'appelle Rudy. Il a été retrouvé ce samedi,
8 ans après sa disparition. Et à l'époque, en fait, il n'était jamais rentré d'une balade alors qu'il promenait son chien. 8 ans plus tard, il est donc retrouvé inconscient à côté d'une église, quelque chose qui a posé beaucoup de questions. À l'époque de sa disparition, on a su qu'il souffrait de dépression, de stress post-traumatique et d'anxiété et que du coup, malheureusement, les recherches ont rapidement été arrêtées. Et en 2018, on avait eu 2-3 signalements qui disaient qu'il dormirait apparemment derrière la maison d'un des membres de sa famille. On ne sait pas si c'est vrai. Aujourd'hui, au moment où j'ai écrit du moins, il était à l'hôpital, il refusait de parler et on peut penser donc soit à une fugue volontaire qui a mal tourné, soit à une disparition qui n'est pas volontaire. Mais la question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce qu'il a été retrouvé ici dans cet état? Nous verrons bien par la suite et je vous tiendrai au courant. Ah, Lucie Mariotti, c'est un nom que nous avons entendu pendant des années lors de la Villa des Cœurs Brisés. Elle est devenue la love coach préférée des Français au point où en 2019, elle peut même devenir auteure, autrice et sort deux livres qui parlent d'amour. Mais comme vous le savez, Lucie a aussi donné ses meilleurs conseils dans la Villa 8 cette année. Malheureusement, le mercredi 5 juillet, elle a fait passer un message qui a brisé le cœur de tous les fans. En effet, la love coach a fait une vidéo qui a été diffusée sur MyTF1 et sur les réseaux sociaux qui explique qu'elle arrête la Villa des Cœurs Brisés. Elle a annoncé tout ceci, elle a dit qu'elle le savait même avant le tournage de la Villa 8 mais qu'elle ne voulait pas créer une vague de tristesse pendant le tournage, donc elle a préféré attendre la fin de la diffusion pour le dire. Elle a dit: aujourd'hui, je souhaite vous annoncer que pour moi, l'aventure s'arrête ici. Une décision qu'elle a prise il y a un moment, comme je vous l'ai dit. Elle a dit: j'avais envie de tourner la page, aujourd'hui j'ai envie de vivre autre chose. J'ai l'impression que moi, j'avais moins de choses à apporter ou que les choses que je souhaitais apporter pouvaient être plus épanouissantes dans d'autres domaines. Et honnêtement, je suis un petit peu d'accord parce que c'est vrai que au bout de 8 ans, je pense que les coachings tournent en rond, surtout qu'on revoit à peu près les mêmes problématiques, juste faites différemment. Je pense qu'elle a terminé sur une bonne note parce qu'elle voulait vraiment avoir une saison d'anonyme et coacher des gens qui ne sont pas là pour les caméras, etc. Même si je pense que comme dans toutes les émissions, il y en avait forcément, mais moins. Et je pense que comme par exemple Lena Situation avec les collections de Jennifer, il faut savoir s'arrêter lorsqu'il est temps. Et je pense que Lucie a pris une très bonne décision. Mais une question se pose, est-ce que la Villa des Cœurs Brisés va donc continuer, sachant qu'on se demandait déjà si la saison 8 n'était pas la dernière et vu que les audiences n'ont pas été au rendez-vous, peut-être que c'est la fin, ou alors est-ce qu'on aura le droit à une villa remasterisée avec quelqu'un d'autre que Lucie? Je ne sais pas, je vous laisserai me dire ce que vous en pensez, mais si vous voulez mon avis, pour moi, c'était bel et bien la dernière saison de la Villa. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans le monde musical, quelqu'un a fait parler. Il s'agit de Lana Del Rey et de son futur concert. Je vous explique. Le 10 juillet, Lana Del Rey donnera un concert à l'Olympia. Il faut savoir que la dernière fois où on l'a vue en France, notamment à Paris, c'était en 2013. Donc la date du 10 juillet, lorsqu'elle a été annoncée, a vraiment fait l'effet d'un déferlement de toute émotion comprise sur les réseaux sociaux, sachant que ça a été annoncé il y a seulement quelques jours. Donc tout le monde était en mode oh my god, on n'a pas le temps de prendre les places. On savait que c'était quelque chose qui allait attirer l'attention, mais personne n'avait prévu que ça attire l'attention à ce point. En effet, plus de 440 000 personnes se sont connectées le lundi 3 juin à 10 h sur plusieurs services de vente de billets pour essayer d'avoir une place. Et donc, le site de l'Olympia a planté à la seconde de l'ouverture de la billetterie. Les prix étaient assez élevés, allant de 98 à 194 €, mais ça n'a dissuadé personne étant donné que les tickets se sont vendus en 1 minute. Toutes les places sont parties et on s'est rendu compte avec le nombre de clics que Lana Del Rey aurait pu remplir 200 fois l'Olympia ou encore 6 fois le Stade de France tellement il y avait de gens. Mais si je vous dis ça, c'est également pour vous dire de faire attention, étant donné qu'on en avait parlé avec le GP Explorer qui va bientôt arriver. Il y a malheureusement des reventes de billets qui se font à des 10 000 €, des 1 000 €. Enfin vraiment, c'est incroyable. Il y a des gens qui sont prêts à tout pour se faire de l'argent. Et surtout, il y a des ventes de faux billets. Donc faites attention si vous êtes un ou une fan de Lana Del Rey et que vous n'avez pas eu votre place via les billetteries officielles. Si vous voulez les prendre ailleurs, faites extrêmement attention à votre argent et extrêmement attention aux annonces. Elles peuvent être fausses. Donc ne prenez pas de risques inutiles. Et d'ailleurs, moi je voulais réagir sur cette actu en posant une question. Pourquoi est-ce qu'on l'a mis à l'Olympia et non pas au Stade de France alors qu'on sait que l'Olympia est un petit peu plus petit? Je me dis que ça aurait été un petit peu plus prévisible de la mettre au Stade de France étant donné qu'on savait forcément qu'il allait avoir autant de monde. Je ne sais pas si cette phrase était française, mais je crois que je me suis fait comprendre.
Et enfin, je termine le top actu par vous parler de Carla Moreau et de Maeva Genam. Comme vous le savez, on en parle souvent, Maeva Genam n'a toujours pas pardonné à Carla Moreau pour toute l'histoire de sorcellerie et sa trahison. Je ne vais pas tout vous raconter, tout vous réexpliquer, j'en ai fait des sujets et des sujets dans des émissions et des émissions, donc n'hésitez pas à chercher ça sur ma chaîne. Mais oui, Maeva Genam est toujours très remontée contre Carla Moreau et elle ne se cache pas, hein, on a déjà vu quand elle montrait son t-shirt en story et qu'elle disait « Iou, qu'est-ce que ça fait ça là ?» Quand elle clash Carla indirectement, quand elle la pique discrètement, il est très clair que Maeva n'est pas prête de pardonner à Carla. Et quand elle ne s'attaque pas directement à elle, elle préfère montrer qu'elle passe du bon temps avec Kevin, que Kevin a manqué, que sa petite amie est incroyable, comme je vous ai expliqué, des pics qui sont quand même assez indirects. Et d'ailleurs, il n'y a eu aucune réaction de Carla par rapport à tout ça, mais d'après les internautes, celle-ci aurait répondu d'une manière un petit peu plus subtile et d'une manière un petit peu plus indirecte que Maeva Genam. Attention, je ne sais pas si c'est vraiment une réponse de Carla Moreau, mais quoi qu'il en soit, en effet, il y a eu une sorte de réaction puisqu'on a pu lire une légende sous une photo de Carla qui dit « Une femme puissante sait que l'une des meilleures façons qu'elle puisse apprendre dans la vie est de garder le silence là où tout le monde attend sa colère. » D'après moi, je ne sais pas vraiment si ça parle de Maeva, de Kevin, peu importe, mais il est possible que ça parle de ça. On sait que quand un candidat de télé poste ce genre de citation en story, en post ou peu importe, parfois, dans la plupart des cas, c'est pour faire passer un message. Les internautes en sont convaincus. Carla parle de Maeva. Je vous laisserai me dire vos pronostics dans les commentaires. Est-ce que Carla parle de Maeva ou de Kevin, ou est-ce qu'elle a juste posté ceci comme une citation? De mon avis, il est possible qu'elle parle de Maeva, mais on ne sait rien de sûr, donc on ne peut pas l'affirmer. Et c'est sur ces belles paroles que se termine le Top Actu. Nous entrons dans le cœur de l'actu avec Booba qui est visé pour cyberharcèlement. Très rapidement, on a eu des nouvelles concernant la guerre de Booba avec les influvoleurs. En effet, le rappeur est accusé de cyberharcèlement par Magali Berda et il est visé par une information judiciaire qui a été récemment, nous n'avons pas de date précise, ouverte selon une source. Contacté, l'entourage de Booba a dit qu'il avait hâte de venir s'expliquer parce que pour lui, dénoncer ce n'est pas harceler. On rappelle qu'il est accusé par Magali Berda d'être le chef d'orchestre d'une campagne de cyberharcèlement. De l'autre côté, on rappelle également que Magali est mise en examen pour diffamation à l'encontre de Booba et selon l'entourage de Magali, Booba a agi en tant que lanceur d'alerte et ses actions ont conduit à l'adoption d'une loi mettant fin aux abus des influenceurs en ligne. Si des internautes ont commis des abus, la justice devra s'en saisir, mais ce n'est pas son cas pour le moment. Donc d'après l'entourage de Magali, Magali n'aurait rien à se reprocher. Aujourd'hui, on parle de Booba parce que c'est lui qui est visé pour cyberharcèlement. On verra bien comment ça avance dans le futur, mais il faut rappeler quand même 2-3 choses. Comme le disait Mediapart en septembre, Booba a par exemple laissé croire dans plusieurs tweets qu'il avait une vidéo intime de Magali Berda. Magali a dit que cette vidéo n'existait pas, mais malheureusement, ça a créé une vague de harcèlement. Une autre femme, elle, s'est penchée sur tout ça et est arrivée à une conclusion. C'est une historienne spécialiste en complotisme. Elle a dit « Contrairement à ce qu'il dit, ce n'est pas seulement de la critique des pratiques frauduleuses, mais des arnaques contre les personnes et leur physique. Par conséquent, ce que Booba fait peut être qualifié de harcèlement parce que le harcèlement est défini par des propos ou comportements répétés ayant pour l'objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie de la personne ciblée, se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale. » Et en fait, on est aussi à la tête d'un harcèlement quand on sait qu'il y a d'autres personnes qui vont s'attaquer à quelqu'un et qu'on sait qu'on est à l'origine de ça. Et pour rappel, la peine encourue pour cyberharcèlement est de 2 ans de prison et de 30 000 € d'amende. Ne vous laissez pas faire, le harcèlement ça peut vraiment poser problème, que ça soit dans l'espace digital lui-même mais aussi pour la personne concernée, pour la victime de harcèlement. Vous laissez pas faire, il y a des choses qui bougent, les policiers sont là pour vous écouter, les gendarmes également. De son côté, Booba lui nie tout harcèlement possible. Il dit le questionnement sur les pratiques de personnalité publique relève du débat public, éventuellement de la satire ou de la caricature, mais en aucun cas de harcèlement. Je vous mettrai l'article dans la barre d'infos parce qu'il est un petit peu plus complexe lorsqu'il est complet et c'était juste pour vous tenir au courant parce que je vous tiens quand même pas mal au courant de ce qui se passe avec Booba, Magali Berda. Je me suis dit que ça pouvait intéresser le plus grand nombre, donc j'espère que ça a été le cas pour commencer le cœur de l'actu. Il est vrai que nous parlons très peu d'anciens candidates comme Fidji Ruiz. Pourtant, dernièrement, elle a fait parler un petit peu d'elle. Je voulais vous raconter. Avant ça, un petit peu de contexte parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent qui ne savent pas forcément qui elle est. Elle était une candidate assez emblématique qui s'est éloignée du milieu. Elle a eu une relation avec Dylan
Dylan Thierry, mais celle-ci s'est terminée depuis août 2020 et depuis elle est avec un rappeur qui s'appelle Anas. Ils sont très heureux au point où en juillet 2022, ils se marient dans le plus grand des secrets. Fidji est également reconvertie à l'islam, quelque chose qu'elle partage avec elle en premier et qu'elle a partagé avec sa famille, son entourage et sa communauté un an après sa reconversion. C'était un petit peu pour vous présenter. Aujourd'hui, c'est la relation Fidji-Anas qui nous intéresse. La rumeur dit que le rappeur Anas aurait quitté Fidji. Et tout le monde pense ça parce qu'il ne serait jamais à la maison. On le voit plus trop chez eux et il est vrai qu'on voit pas trop le couple ensemble dernièrement. Donc les internautes ont accusé Anas de trop délaisser Fidji. Et d'un autre côté, il faut savoir que Anas est régulièrement absent parce que pour son travail, il se déplace beaucoup. Mais Internet se demande si tout va bien dans le couple. Une rumeur que Fidji a expliqué elle-même. Selon ce qu'elle a dit en story, je vais vous laisser écouter. En fait, elle a reçu un commentaire qui disait « Oh là là, mais il est jamais là, son mari à elle ». Et elle s'est pas laissée faire parce qu'elle a tout démonté en story en disant qu'il avait beaucoup de déplacements de par son travail, que elle n'est pas vraiment dans une routine métro-dodo. Et en fait, il est vrai que pour les métiers artistiques, les métiers de ce type ou même d'autres métiers, Fidji parle de militaire, moi je peux vous parler de métiers comme des routiers ou j'en sais rien. Il y a beaucoup de métiers pour lesquels on n'est pas souvent à la maison parce qu'on doit se déplacer un petit peu partout. Là, c'est par rapport à la musique et Fidji l'explique très bien elle-même. Tout va bien dans leur couple, juste des fois, il n'est pas là. Je vous laisse regarder. Bref, il a 2 showcases en Algérie. Par où commencer pour parler calmement? Déjà, je vais répondre Non, je vais répondre direct à ce commentaire en fait. Il y a une meuf qui vient de m'envoyer « Ah là là !» Je vous fais l'intonation et ce que j'imagine la tête avec. « Ah là là ! Mais il est jamais là son mari à elle ! Ah là là ! Il est jamais là son mari à elle !» Comment te dire ce que je comprends pas, c'est les gens qui jugent les couples des autres. Moi, je vous le dis, de toute façon, je pense que vous ressentez comment je suis, etc. Je suis une meuf qui est pas du tout dans le jugement. Je suis pas du tout dans le jugement. Je suis grave dans la bienveillance, je suis pour la paix, etc. Moi, j'ai un tempérament doux et tout. Mais, c'est pas parce que toi, t'as une vie métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo, qu'on doit tous avoir cette vie-là en fait. T'as vu ? Il y en a qui sont très bien en mode métro, boulot, dodo. Il y en a qui ont des vies un petit peu, on va dire, moins ordinaires, un petit peu atypiques. Et Anas, il est artiste. En plus d'être artiste, il a sa société de location de véhicules ici sur Dubaï. Ok ? Ça, vous le savez. Mais à quel moment tu te permets ce genre de réflexion ? Ah là là, son mari, il est jamais là à elle. D'où il est jamais là ? D'où il est jamais là ? D'où il est jamais là ? D'où il est jamais là en fait ? D'où il est jamais là ? Parce que il a un... Toi, tu pourras jamais être marié avec un homme, je sais pas moi, qui a des déplacements d'affaires, un homme d'affaires et tout, ou je sais pas moi, un artiste, quand je dis milieu artistique, enfin bref, peu importe les domaines, même un militaire. Toi, tu pourras jamais être marié à un militaire. Quoi qu'il en soit, Fidji est très catégorique, elle est heureuse dans son couple, tout va très bien, donc faites juste un petit peu attention aux rumeurs que vous voyez passer. Essayez, si vous voyez une rumeur, si vous voulez vraiment une réponse avant que mes émissions sortent, essayez d'aller voir directement les comptes des influenceurs concernés. Parfois ils répondent pas, mais quand ils répondent, ils disent leur manière de voir la situation. Amandine Pélissard fait partie de l'actualité cette semaine, je voulais vous expliquer. Comme vous le savez, elle s'est fait connaître grâce au programme Famille Nombreuse XXL, elle a été reconvertie dans le X avec son compagnon et depuis ils font vraiment l'objet de polémiques sur polémiques sur polémiques sur les réseaux sociaux. Ils ont été invités sur le plateau de TPMP, ils ont expliqué tout ce qui se passait mais malheureusement personne n'est, ou du moins presque, n'est de leur côté. La venue de leur 9e enfant a nécessité une petite pause, du moins c'est ce qu'on croyait dans les contenus X. Tout ce qu'on a compris, c'est que ça a un petit peu ralenti. Mais il y a quelques jours, Amandine et Alexandre ont décidé de se faire plaisir en allant manger un bout au restaurant. Et après leur repas, ils ont voulu rentrer chez eux à pied. Malheureusement, sur le chemin du retour, ils ont remarqué que plusieurs personnes les filmaient. Amandine était très en colère. Elle a expliqué que c'était pas possible de faire ça, que ça arrivait déjà dans leur ancien lieu de vie et que malheureusement, elle pense que ça va aussi arriver dans le sud de la France. Et c'est vrai que la famille Pélissard est quand même au centre des polémiques. Donc une question se pose, est-ce que vous pensez qu'un déménagement à l'étranger prochainement serait possible ?
En effet, que ça soit pour la sécurité, pour les impôts, peu importe, il est possible qu'on voit des familles partir de la France direction Bali, Los Angeles, Dubaï pour peut-être protéger leurs enfants. Je me dis que d'un côté, ça peut les protéger, mais que d'un autre, ça va surtout les dépayser. On parle d'une famille nombreuse. Je pense que chaque enfant a ses habitudes à l'école, autour de chez lui, etc. dans ce pays-là. Et par conséquent, peut-être que dépayser tout le monde, ça pourrait être problématique, mais rien n'est dit, rien n'est fait. C'est juste une question qu'on se pose. Ce n'est pas tout, parce qu'une information de dernière minute est sortie. Je vous l'ai déjà expliqué, Amandine Pélissard a des problèmes avec la justice. Dans les grandes lignes, elle est considérée comme récidiviste et elle risquerait gros. Son premier procès a eu lieu lorsqu'elle était en train d'accoucher. Elle a eu 6 mois de prison ferme et 6 mois de révocation avec sursis, donc ça donne 12 mois de prison ferme. Elle a décidé de faire appel et en fait, on a dû avoir une suite à tout ça, la suite qui devait être le 22 juin. Mais Amandine Pélissard a fait part de ses craintes. Elle a très peur d'accoucher en prison ou d'avoir un bracelet électronique et heureusement pour elle, elle a pu avoir un nouveau report parce qu'elle a fourni un courrier dans lequel on explique que Amandine ne peut pas être soumise à une telle pression enceinte. C'est la raison pour laquelle finalement ça sera en janvier 2024 qu'on aura des nouvelles par rapport à ça. Mais d'après ce que j'ai compris dans un live, elle aurait quand même eu sa condamnation. Donc c'est assez flou, je vous avoue que je ne comprends pas trop. Si vous pouvez m'expliquer dans les commentaires. En gros, d'après ce que j'ai compris, soit son audience est repoussée à janvier 2024, soit elle a vraiment eu sa condamnation et elle commencera en janvier 2024. Je vous laisse avec un morceau du live. Dites-moi ce que vous avez compris dans les commentaires. Je vous avoue que pour le coup, pour moi, c'était pas très clair et sur chaque article que je trouvais, c'était une version contre l'autre. Et voilà, pour avoir volé dans un magasin, volé de la bouffe. Et, c'est pas bien. Non, c'est pas bien, mais bon. Si j'avais su, j'aurais envoyé des messages à des influenceurs sur les réseaux sociaux pour qu'ils me fassent des drives, en fait, finalement. Plutôt que d'aller voler dans les magasins de la bouffe, hein, ouais. À l'époque. Voilà. Donc bon. Mais bon, du coup, vous savez, avec la justice qui est tellement longue, le Covid, tout ça, moi j'avais déjà fait... j'avais été jugée en première instance en 2019. J'ai fait appel. Non, j'ai fait opposition parce qu'en fait, quand j'étais jugée en première instance, j'ai été jugée par contumace parce qu'en fait, je n'avais pas eu ma convocation. Parce que vous savez, c'est un huissier de justice. Enfin non, vous savez peut-être pas. C'est vrai que vous êtes convoqué au tribunal correctionnel, c'est un huissier de justice qui vient chez vous pour remettre la convocation en main propre. Si vous n'êtes pas chez vous, vous avez un papier dans la boîte aux lettres. Les chèques sans provision, c'est la première affaire en 2015. Là, je parle de la deuxième pour laquelle je passe en appel. Pas tout mélanger. C'est pourquoi j'ai pris 6 mois de sursis, ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc le sursis, il tombe après quand tu reprends du ferme derrière. Donc j'avais 6 mois de sursis, 3 ans de mise à l'épreuve. 2016, je me suis fait prendre donc pour le vol à l'étalage. Et en fait, en plus, le supermarché, c'était toujours le même. Donc en fait, ils me surveillaient depuis un moment. Donc ils ont surestimé en fait la somme de marchandises volées parce que le jour où ils m'ont attrapé, ils ont passé tous les articles pour avoir le chiffre. Voilà, donc il y avait quoi pour 200 balles. Mais en gros, ils ont majoré le truc parce qu'ils ont estimé voilà, que ça faisait plusieurs fois. Voilà. Donc, quand tu es jugé par contumace, tu peux pas faire appel, mais tu peux faire opposition. Donc, quand tu fais opposition au jugement, c'est le même juge qui rejuge l'affaire. Donc, j'ai fait opposition au jugement. Parce qu'après, voilà, il y a eu le Covid. Et le Covid, et donc l'opposition, elle est passée fin 2021. Fin 2021, elle a reconfirmé les 6 mois fermes, la même juge. Ce après quoi, j'ai donc pu faire appel. Et là, j'ai fait appel. Et donc, l'appel était là. Au mois d'août, au mois d'août, qu'est-ce que j'ai au mois de juin? C'était normalement le 22 juin. Et voilà, et du coup, mon avocat m'a représenté, donc moi j'y étais pas, et, avec tous les documents qu'on avait pour demander un report, et la juge ne voulait pas reporter l'audience. Parce que là, du coup, moi j'ai 6 mois ferme, plus la révocation des 6 mois de sursis, donc ça fait 1 an ferme. Tout ce qu'elle espère, c'est que la peine qui est là, donc 1 an ferme, serait aménagée en vue du fait qu'ils sont une famille nombreuse, etc. D'après ce que je sais, je pense pas que ça soit aménagé. Je pense qu'elle risque vraiment de purger sa peine telle qu'elle est. Donc tout mon courage pour ça parce que ça doit être extrêmement difficile et je voulais vous tenir au courant parce que c'est mon travail. Amandine Pélissard refait parler fin de semaine étant donné qu'elle a décidé de lancer une formation ou du moins de devenir coach pour aider sa communauté à se lancer dans le même business qu'elle, dans le business du X. En effet, selon Amandine, pas mal de personnes dans sa communauté aimeraient se lancer dans ce business afin d'en faire leur métier. C'est la raison pour laquelle elle a décidé d'ouvrir une communication à ce sujet et de proposer 2 formules de coaching pour apprendre à sa communauté comment développer le business et le pérenniser.
Elle a 2 formules distinctes avec des fichiers PDF et des tutoriels vidéo. Dans l'option Premium, on sait que Amandine compte répondre aux questions de ses clients en visioconférence. Et le couple veut faire la promotion des contenus de leurs clients. Par conséquent, ils sont sur une sorte de business qui va leur permettre de gagner plus d'argent. Un projet qui suscite de nombreuses réactions et de nombreuses questions. Nous verrons bien par la suite ce qu'il en est. Je vous laisserai me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Je vais placer un trigger warning pour cette actualité. Si vous suivez le monde de YouTube et les actualités autour, je pense que vous avez vu qu'un vidéaste est poursuivi par une plainte. Je vous explique, je reste cramponné à mes notes, nous sommes sur quelque chose d'assez sérieux. En effet, un nouveau YouTuber se retrouve accusé de viol alors qu'il y a des enquêtes pour des faits similaires sur d'autres youtubeurs qui sont ouvertes depuis maintenant un petit moment. Cette fois-ci, nous parlons de Jawad Daouki, qui est connu sous le nom de TheKairi78, qui fait l'objet d'une plainte. En effet, la plainte a été déposée le 2 juillet 2023 contre le youtubeur. Il est accusé par une femme de l'avoir drogué, violé, et lui nie toutes les accusations. Ce youtubeur est assez connu, il cumule presque 4 millions d'abonnés sur la plateforme et il est accusé de faits assez graves. Il a commencé les vidéos en 2011, on pouvait le voir jouer à des jeux vidéo, on pouvait le voir parler de sa vie. Il s'est aussi lancé sur Twitch et sur Twitch il compte près de 2 millions d'abonnés. Malheureusement, son compte Twitch a été banni le 4 juillet. On a contacté la plateforme Twitch pour savoir si c'était en rapport avec les accusations, si son compte allait être débanné prochainement ou quelque chose. Nous n'avons pas eu de réponse, mais connaissant un petit peu la plateforme, je vous avoue que le temps qu'il ne sera pas innocenté noir sur blanc, je pense que son compte risque d'être ban pendant tout ce temps. Ou alors il a juste été victime de botting par rapport à cette histoire, on lui a envoyé des mass follow, des mass trucs et par conséquent ça a ban son compte aussi. Selon le Parisien, les faits se seraient déroulés entre le samedi 1er juillet et le dimanche 2 juillet 2023. Il aurait passé la soirée avec une connaissance dans un bar à Peninsula, un hôtel de luxe dans le 16e arrondissement de Paris. C'est une soirée qui aurait été assez alcoolisée. L'alcool peut être dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Il aurait raccompagné la femme chez elle et elle aurait perdu connaissance. On pouvait lire, elle pense avoir été droguée à son insu à l'aide d'un produit déversé dans son verre avant d'avoir été violée. TheKairi78 a expliqué qu'il s'agissait selon lui d'une relation consentie et il nie avoir drogué la femme qui a porté plainte. Il reconnaît cependant qu'ils étaient tous les deux dans un état d'ébriété avancé, qu'ils avaient bu plusieurs verres et que la victime aurait été malade au point d'en vomir à cause de l'alcool. Sur Twitter, il a indiqué qu'il rejetait fermement ces allégations. Il n'avait pas encore pris la parole sur son bannissement sur Twitch, mais il a pris la parole par rapport à toute cette histoire. Je vais vous laisser écouter. Je la fais monter au Uber, etc. Je la raccompagne jusqu'à chez elle. Au moment où elle sort de la voiture du Uber, boum, elle se met à genoux et boum, elle vomit toutes ses tripes. Ça veut dire, elle a vomi. Donc moi je reste à ses côtés, j'en avais partout. J'en avais partout, elle avait vomi sur moi, etc. Mais c'est pas grave, d'accord? Moi tout ce que je voulais c'est qu'elle rentre chez elle. Une fois qu'elle avait fini de vomir, donc il fallait que je la porte encore, ramasser son sac et tout ça. Donc elle a ouvert la porte, elle est retombée, mais quand je suis déjà tombée, elle pouvait plus se lever. Elle pouvait plus se lever, etc. Et je l'ai remontée jusqu'à chez elle encore une fois. Les escaliers. Par contre ça je me rappelle plus, il n'y avait pas d'ascenseur. On a monté les escaliers, on a monté je crois 2-3 étages. Enfin bref, on a monté les escaliers, etc. Et puis voilà, donc je l'ai ramenée chez elle, etc. Je lui ai fait prendre la douche parce qu'elle était remplie de vomi, tu vois. Je l'ai ramenée jusqu'à la douche, etc. Elle ne pouvait pas tenir debout. Quand je vous dis qu'elle ne pouvait pas tenir debout, un mauvais geste dans la douche, elle glisse, elle se prend le crâne sur le carrelage, par terre, et le crâne ouvert. Donc je suis resté à côté. Moi je me suis mouillé. Je me suis mouillé sur mon t-shirt. Limite la tête de mer, j'ai pris une douche avec mon t-shirt. Je suis arrivé tout trempé. Je l'ai lavé, etc. pour enlever tout son vomi, histoire qu'elle soit propre, etc. Une fois qu'elle a fini la douche, elle est repartie au lit, d'accord? Elle est repartie au lit, elle s'est allongée. Une fois qu'elle était allongée, j'ai dit vas-y, je vais devoir partir parce que pourquoi je lui dis que je voulais partir? Parce qu'il y avait ces gosses. Je crois qu'il y avait 2 gosses. De ce qu'elle m'a dit, un de 22 ans et un de 17 ans, un truc comme ça. Et donc tu vois, je voulais pas qu'il voit, tu sais, un mec. Et elle m'a dit de rester. Elle m'a dit reste, etc. Je me sens pas bien, nanani. J'ai peur de revomir, j'ai peur de faire un malaise. Je suis resté. Écoutez bien la faille, écoutez bien. Je suis resté à ses côtés, etc. J'ai enlevé mon t-shirt. Parce que j'étais tout trempé. J'étais vraiment tout mouillé. J'étais tout mouillé, j'allais pas dormir. J'ai enlevé, je suis resté à ses côtés. Elle a mis sa tête sur moi, etc. Et à ce moment-là, elle a commencé à se câliner, etc. On s'est parlé, etc. Il y a eu ce qu'il y a eu entre elle et moi. Je vous le dis, il y a eu ce qu'il y a eu entre elle et moi, etc. Et 10 minutes après, je vous le promets, 10 minutes après, je voudrais pas qu'il te voie ici, non, je dis, il n'y a pas de souci. 10 minutes après,
Et évidemment, suite à cette prise de parole, vous vous en doutez, nous avons eu beaucoup de réactions, notamment d'autres youtubeurs, d'autres youtubeuses, notamment Marine LB qui a dit « Puisque certains ont du mal à capter, ramener une fille complètement ivre chez elle et vous en occuper dans l'histoire qu'elle vous fasse des avances que vous refuserez pas alors qu'elle n'est pas dans son état normal, ne fait pas de vous quelqu'un de gentil, mais juste un prédateur. » Et je vais réagir assez simplement tout en prenant le recul nécessaire pour ne pas manquer de respect. Mais il est vrai que je suis d'accord avec Marine, quand tu vois quelqu'un qui est dans un état second en fait face à toi et que oui tu veux l'aider, c'est tout ça c'est bien, mais qu'au final la finalité de la chose qui se passe est un acte alors que tu vois que la fille est soit malade soit pas prête. Je ne sais pas exactement ce qu'on peut qualifier ici parce qu'on n'était pas là à ce moment-là, mais en général, ce n'est pas forcément des bonnes choses qui se passent et des bons mots qui ressortent. Quoi qu'il en soit, il faut savoir que ce youtubeur n'est pas le premier à être accusé de ou d'agression, mais il faut aussi savoir qu'en 2020, il avait fait parler de lui parce qu'il avait annoncé être en couple avec une fille de 16 ans alors qu'il en avait 33. C'est quand même assez grand comme différence d'âge, surtout quand on parle de 33-16. Depuis le lancement du hashtag Balance ton youtubeur en 2018, il y a de nombreux noms qui ressortent comme Norman, comme je vous en ai déjà parlé, Léo Grasset, on en a déjà parlé plus d'une fois. Mais c'est vrai que pour ce coup-ci, comme pour les autres, nous n'étions pas là, donc on ne peut pas accuser fermement la personne, mais je prendrai toujours la parole de la victime en considération, voire plus en considération, parce que je pense qu'il faut écouter les victimes et enquêter. Mieux vaut enquêter pour rien que ne pas enquêter du tout, donc je vous tiendrai au courant de ce qui se passe, mais c'est vrai que pour le moment, les choses ne sentent pas bon. Je termine cette actu par un petit peu de prévention pour celles et ceux qui font des soirées, qui vont en boîte de nuit, etc. Protégez vos verres, protégez-vous, faites en sorte d'être raccompagnés, faites en sorte d'être ensemble, essayez de vous protéger un maximum. L'été ne fait que commencer et j'ai pas envie qu'il y ait des personnes de ma communauté, des personnes au global qui subissent de leur soirée. Comme chaque semaine, petit point sur Dylan Thierry parce que les internautes commencent à en avoir marre de le voir partout sans qu'il s'explique. Depuis plusieurs mois, comme vous le savez, Dylan a fait l'actualité notamment grâce à des bad buzz et dernièrement les polémiques sur lui étaient un petit peu plus calmes, mais on n'oublie pas tout ce qui s'est passé avant. Comme je vous l'ai dit, il a officialisé son comeback sur internet à travers un message qu'il a partagé sur son compte Instagram. Il avait l'air trop sûr de lui et il s'est attiré les foudres des internautes. En effet, les commentaires négatifs se multiplient. Pour mémoire, les polémiques et les controverses ont toutes été lancées par Booba. On parle de choses assez sérieuses, on parle de trafic d'enfants, on parle de proxénétisme, on parle de choses super sérieuses, mais Dylan lui ne prend pas la parole. Donc lors de son retour, il avait dit « Après plusieurs semaines de repos sur les réseaux sociaux, me revoilà de retour plus fort que jamais. Comme on dit, ce qui ne tue pas nous rend plus fort. Je suis de retour pour affronter l'année 2023 en pleine forme. » Depuis, il est assez discret, mais une vidéo a fait parler. Dans une vidéo qui a été prise par le blogueur Navid Cherche, Dylan Thierry est à Dubaï et il semble en avoir rien à faire des accusations contre lui. Il a exprimé être serein, même si les accusations sont graves. Et d'ailleurs, avant de vous laisser regarder, j'ai vu quelqu'un qui n'avait pas compris parce que j'avais parlé de trafic d'organes. Mais oui, c'est bel et bien une rumeur qui a aussi été à l'encontre de Dylan. C'est pas une accusation, c'est une rumeur qui parlait du fait que peut-être les enfants auraient été trafiqués, si tel est le cas, pour des organes aussi, parce que ça se vend et c'est totalement possible. Croyez-moi, le monde est très sombre. Je ne pense pas sincèrement que Dylan soit mêlé à ça, ou du moins je ne l'espère pas. Et si c'est le cas, c'est vraiment très sombre. Je vous laisse regarder. Vendu l'enfant. Starfullah. Starfullah, frérot, on rigole, mais c'est grave, hein, frérot. Starfullah, ce que tu dis, c'est un sujet très grave de base. Tu vois, les gens, ils le prennent à la légère. Un jour, c'est un mec qui fait ça et c'est vraiment vrai. Gros, on va pas le prendre au sérieux parce qu'on rigole de ça. Aujourd'hui, les gens, ils rigolent de ça. Ouais. C'est un sujet qui est tellement grave, c'est tellement... Mais un jour, je m'exprimerai à fond là-dessus. Toute la France te cherche. Ah ouais? Bah ouais, Pourtant, je retourne en France dans quelques temps, je serai là. Hein. Bah, apparemment, t'es recherché par la police et tout, tu vas en foutre en prison. C'est vrai ou pas? C'est drôle, non? Moi, je trouve ça drôle. Bah non, je suis en prison, gros. Je suis là et dans 14 jours, je suis aux Maldives. Ah, carrément? Ouais, comme ça. Tu vas faire quoi aux Maldives? En vacances? Les vacances, frérot. Et là, ta pause, ça va durer combien de temps? Je l'ai fait principalement pour ma mère. Du coup, j'ai le temps, je suis tranquille, il n'y a rien qui presse. Après, je suis en pause sur les réseaux, je suis pas en pause dans la vraie vie, tu vois. D'accord. En charbonnant off. Est-ce que tu peux m'ouvrir un compte Mims pour moi et je fais des photos à voile? Je l'ai pas fait pour des femmes, je vais pas le faire pour toi. Comme vous l'avez entendu dans cette petite vidéo prise sur le compte Instagram Les Deux Pestouilles, il a dit « Tout va bien, il n'y a aucun problème » et évidemment ça n'a pas été apprécié de tous. Certains internautes s'attendaient à des excuses publiques, à des explications, mais nous n'avons rien eu de cela. En effet, le procureur avait même saisi cette affaire, mais pourtant Dylan Thierry semble serein. Nous pouvions lire dans les commentaires, il a toujours réponse à tout, il est un petit peu trop serein, il n'a pas l'air de comprendre la gravité de ses actes, Dylan se cache derrière la religion ou encore il me fait peur. Et je pense qu'à partir du moment où quelqu'un que tu as apprécié te fait peur,
faudrait peut-être vraiment l'encadrer sur les réseaux. Enfin, je veux dire, si quelqu'un te procure de la peur sur les réseaux sociaux alors qu'il est censé faire de l'influence, de la bonne influence, etc., je me dis que peut-être son compte devrait être encadré, je sais pas, mais je pense qu'il faudrait faire quelque chose. Du moins, le temps qu'on sache la vérité. Je l'avais dit lors de son retour, mais je ne pense pas qu'il prenne la parole. Peut-être qu'il devrait, peut-être qu'il ne devrait pas. Je sais pas vraiment, en fait, ce qui serait le mieux à faire ici. Moi, personnellement, je le suis plus du tout parce que les polémiques, elles m'ont écœuré, donc je crois que je suis encore follow à lui sur mon compte actu pour voir un petit peu ce qui se passe, mais je ne le suis plus du tout parce que j'ai trouvé ça tellement dérangeant et angoissant, et le temps qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, que lui n'a pas pris la parole, que les enquêtes n'avancent pas ou je sais pas, je me dis que c'est assez gênant et honnêtement ça me fait un petit peu peur aussi, donc j'ai pas envie d'avoir ce genre de choses dans mon actualité, mais j'ai bien peur qu'on ne le lâche pas le temps qu'on ne sache pas la vérité. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez. Alors je vais pas vous mentir, cette actu je la voyais très vite venir. Après avoir partagé des photos avec son mari, Mila est encore accusée de mensonge. Et ce n'est pas nouveau parce que on avait déjà vu que depuis le début de sa relation, elle est accusée de mentir. Apparemment son mari n'existe pas, apparemment son bébé n'existe pas, elle n'a jamais été enceinte, elle a fait une adoption, elle a pris une mère porteuse. Enfin bref, Mila est toujours accusée de mentir et si on en croit tout le monde, c'est vraiment la pire mythomane et je parle sincèrement du trouble. Mani a beau avoir 5 mois aujourd'hui, les internautes ne lâchent pas l'affaire. À chaque publication, à chaque story, tout est scruté pour trouver une faille et pour se rendre compte que Mila a menti. Elle a réagi à ça dernièrement parce que beaucoup ont supposé qu'il était né au Maroc et finalement pour partir en vacances, elle a dû se rendre dans son endroit de naissance. Elle a un petit peu tout expliqué. Elle a raconté être allée à l'ambassade de France de Dubaï pour demander son passeport. Je vous laisse regarder. Ceux ou celles qui n'avaient pas suivi, moi j'ai pas accouché en France, j'ai accouché à Dubaï. Donc du coup il a fallu que j'aille à l'ambassade française de Dubaï pour pouvoir faire la demande de passeport pour mon fils. C'est pour ça que ça a mis un petit peu de temps. Et oui, contrairement aux mauvaises langues, Mani est née à Dubaï et non pas au Maroc. Je pense qu'on va enfin pouvoir partir en vacances, même si c'est très bien Dubaï, il commence quand même à faire très très chaud. De quoi faire taire les rumeurs pour la naissance au Maroc? On l'espère. Et maintenant, c'est à propos de son mari qu'on parle d'elle parce que son mari, Lorenzo, n'apparaît jamais en fait sur ses publications. Il apparaît très rarement de profil avec des mains, etc. Et du coup, tout le monde se dit qu'il n'existe pas. Et la rumeur est venue qu'elle aurait peut-être loué son mari parce que Mila a mis les choses au clair plus d'une fois. Elle a dit qu'il ne veut pas être sur les réseaux, qu'il ne veut pas être exposé. Et oui, ça arrive, il se peut qu'il y ait des personnes qui ne veulent pas être exposées, qui ne veulent peut-être pas non plus être collées à cette image de télé-réalité que Mila a de par ses émissions, etc. C'est fortement possible. Donc, tout de suite, les internautes se disent Mila, du coup, elle n'a pas de mari, elle ment, elle le loue. Comme je vous l'ai dit dernièrement, elle a posté un carrousel où on voit un petit peu plus de Lorenzo, on voit son bras, on voit sa main, on voit une moitié de visage et il n'en fallait pas plus pour que des nouvelles accusations voient le jour. Les internautes ont été comparer les mains de toutes les photos, ils ont été un petit peu tout scrutés. Ils ont dit, ils sont catégoriques, ils sont sûrs, Mister Inspector Gadget, que les mains sont différentes, que ce n'est pas son mari sur toutes les mêmes photos et que par conséquent, elle a loué quelqu'un pour se faire passer pour son mari pour faire ses photos, mais qu'il n'en est rien, elle ne serait pas mariée. On pouvait lire, j'ai du mal à me dire que les deux photos que Mila Jasmine a mis de Lorenzo, c'est les mêmes mains. Frère, elle achète tout, c'est trop, son fils, son mec, on se croirait dans Alibi 3. Et moi, je réagis, mais je demande à ces internautes, je parle pas à ma communauté encore une fois, mais à ces gens qui scrutent le moindre fait et geste de Mila pour voir si elle est mariée pour de vrai ou non, mais juste foutez-lui la paix, la pauvre. Je sais pas si on se rend compte qu'il y a des rumeurs qui disent qu'elle a loué quelqu'un pour faire un carrousel de photos de mari. Alors oui, elle a déjà pris des photos en story, des photos sur Pinterest pour les mettre en story, etc. Mais là, on parle d'un mariage quand même. Franchement, si elle ment là-dessus, c'est de l'aide qu'on devrait lui apporter. C'est pour ça que je ne pense pas qu'elle mente là-dessus. Je pense que son mari ne veut juste pas être sur les réseaux, encore moins avec l'image de télé Camila, et c'est tout, ça s'arrête là. Donc voilà, c'était un petit peu pour vous tenir au courant. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, mais honnêtement, quand j'ai vu le carrousel sortir, je me suis dit, la semaine prochaine, je vais de sûr parler d'une actu qui dit que Mila serait mythomane, et c'est le mot qui est ressorti sous les commentaires. Et encore une fois, la mythomanie est un trouble et j'aime pas trop qu'on rigole avec la maladie mentale, les troubles mentaux. Donc je trouve ça dommage encore une fois, mais c'était quand même pour vous partager l'actu. À la fin des programmes, parfois ça signe le début des règlements de compte sur les réseaux sociaux. C'est le cas ici de Nicolo et Solène, tout droit sortis de Love Island, et ça a fait parler sur les réseaux. En effet, à peine sortis du tournage, les choses ont l'air de s'envenimer. Par exemple, Solène et Nicolo devaient se revoir en dehors de l'émission. Visiblement, ça n'a pas été le cas. Dans un live TikTok, Solène a dit « D'une, on n'a jamais été en couple. Nous étions en coupling. Là, on est dans la vraie vie. Si j'étais en couple, j'aurais été au courant. On avait prévu de se revoir, mais là, j'ai plus de son, plus d'image. Alors
alors allez lui demander, j'attends des nouvelles de lui. Nicolo évidemment a très vite réagi, il a montré en fait son téléphone avec des appels comme quoi il appelait Solène, etc. Il a dit que pour lui c'était absolument pas ghoster une personne, que il a essayé de l'appeler, que juste en ce moment il est occupé. Il a dit, je travaille en fait, je suis rentré chez moi tard après une journée intense, j'ai des choses à gérer et des rendez-vous, j'ai pas le temps pour faire des lives. C'est pas pour le défendre, mais il est vrai que je pense qu'en sortant d'émission, t'as beaucoup de choses à régler, que ce soit les mails, ta maison, etc. Et par conséquent, peut-être que Nicolo avait plus de choses à régler que Solène et moins de temps. Et d'après la capture d'écran qu'il a partagée, il l'a quand même appelée plus d'une fois. Donc elle n'a pas ni de son ni d'image. Je vous laisse regarder Nicolo. Voilà, vous n'arrêtez pas de demander, et Nicolo, et si, est-ce que tu es toujours en couple avec Nicolo? Alors de une, on n'a jamais été en couple avec Nicolo, nous étions en coupling de Love Island. Là, on est dans la vraie vie. Donc, je sais pas si on est toujours en couple tout court. Je pense que j'aurais été au courant. Donc non, on n'est pas en couple avec Nicolo. On a prévu de se revoir incessamment sous peu. Je sais pas quand. Mais bon, dès lors que j'ai plus de son, plus d'image, je peux pas savoir. Donc, allez lui demander. Comme ça, voilà. Allez lui demander. Moi, je sais pas. On dit on verra à l'extérieur et du coup là je vois à l'extérieur que voilà. Les choses sont dites. Je pense que si on veut faire un live, il faut dire les choses telles qu'elles sont et pas faire sous-entendre, faire des visages, des drôles de tête. J'aime pas ça. Déjà, moi j'aime pas tous ces bordels. Je me fais harceler de plein de messages négatifs. C'est pour ça que j'ai dit à Solène sur WhatsApp que je suis fâché. Je lui ai proposé de se voir le week-end prochain dans le sud. Je lui ai du coup demandé si elle allait être dans le sud ou pas. Elle a pas su me donner une réponse, chose que je peux comprendre et du coup je suis pas fâché. Je lui ai proposé de se voir le week-end prochain parce que probablement je vais aller dans le sud. Et du coup une personne qui ghost quelqu'un ne propose pas à la personne de se revoir. Ok, je pense que... Pour l'histoire du live, je n'ai pas participé au live de 1 parce que je ne savais pas qui allait un live, que Solène allait faire un live. De 2, je travaillais. Je suis rentré chez moi à 20h45. Du coup, voilà, j'aurais pas pu faire le live. Comme vous l'aurez compris, il est donc un petit peu en colère par rapport à tout ça. Il dit que tout est déformé sur les réseaux sociaux, qu'il a ghosté personne, qu'il a parlé tout le week-end avec elle, avec son père également, via WhatsApp notamment, qu'il voulait la voir dans le sud mais qu'elle n'avait pas répondu. Enfin bref, plein de choses. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est beaucoup de bruit pour pas grand-chose et je me demande si on ne serait pas ici pour essayer de reparler d'eux, de refaire un petit peu de bruit. Je ne sais pas du côté de Nicolo, mais du côté de Solène, je me dis que ça peut être possible. J'ai vu 2-3 lives et c'est vrai qu'elle a l'air quand même assez piquante. Je la connais pas du tout. J'ai pas regardé Love Island, ce n'est pas mon avis par rapport à elle, mais par rapport aux informations que j'ai reçues et aux choses que j'ai vues. Et il est vrai que je me dis que peut-être c'est pour faire vivre l'émission en dehors du programme, quelque chose qu'on voit souvent avec les fins d'émission. Et je me dis que de l'autre côté, Nicolo, lui, n'a peut-être rien fait. C'est pas pour le défendre du tout, mais je sais pas. Moi, je trouve que c'est quand même beaucoup une histoire pour faire parler. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez, mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est surtout faisons du bruit. Quoi qu'il en soit, Nicolo, lui, est rentré de Love Island. Moi, j'ai aucune nouvelle, toujours pas marié, toujours pas de couple, toujours pas de dating en Italie. J'attends, il se passe rien. Visiblement, l'amour qu'il avait pour moi s'est vite envolé dans le love break. Évidemment, c'est de l'ironie. Mais j'en profite pour vous dire que j'ai vu vos demandes pour faire une interview avec lui. Je lui ai demandé, il m'a pas répondu. En ce moment, comme il le dit, il est très occupé. Je pense pas qu'il me réponde pour le moment. Il y a moyen, je pense, d'avoir une mini interview avec lui, peut-être plus tard dans les mois à venir, mais pour le moment, il ne m'a pas répondu. C'était pour vous tenir au courant. Nous passons à la dernière actualité du cœur de l'actu. Ah, Maeva Genam, ce nom que vous en avez marre d'entendre mais qui est là chaque semaine. Je suis désolé, elle fait partie de l'actu, pas mal de choses à son sujet, donc je voulais vous raconter. Après la polémique sauce McDo, cette fois-ci c'est pour tous ces autres changements qu'elle a fait parler. Avant toute chose, avant d'entrer dans l'actu, les critiques, etc., je voulais quand même vous parler de quelque chose. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir que je regarde C'est la famille sur du coup W9 mais Sixplay Max d'ailleurs. Du coup j'ai les épisodes en avance. Au moment où je filme, il me semble que du coup ça sera l'épisode de vendredi qui a été diffusé. On voit Maeva se confier sur son premier amour. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails ici parce que je pense que le but c'est quand même d'aller regarder l'épisode, mais c'est vrai qu'elle m'a beaucoup touché, que je ne m'attendais pas à ça. Je ne sais pas s'il y a des gens qui étaient au courant, mais son premier amour c'est quelque chose qui s'est très mal terminé et je pense que c'est quelque chose qui la peine encore aujourd'hui et qui peut expliquer certains comportements et certaines prises de parole excessives qu'elle peut avoir. Et je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la psychologie. Quand j'ai entendu ce qu'elle a raconté, je me dis qu'en vrai ça peut expliquer pas mal de choses. Ça ne peut pas tout pardonner évidemment, mais ça peut expliquer pas mal de choses, pas mal de réactions et pas mal de comportements et tout mon soutien pour elle par rapport à ça.
Mais cette fois-ci, elle a beaucoup fait parler et notamment via sa transformation physique. Après une longue pause sur les réseaux sociaux, Maeva Genam est revenue avec pas mal de bonnes nouvelles. D'abord, elle a dit avoir trouvé l'amour. Elle ne veut pas l'afficher sur internet, elle veut être à l'abri des regards, elle veut être à l'abri des crises et des critiques. Elle dit je ne veux pas l'afficher sur les réseaux sociaux. On rappelle que dernièrement, elle a parlé du fait qu'elle voulait se préserver pour son futur mari. Donc on verra bien tout ce que ce couple donne. Et elle a également dit que devenir maman faisait partie des projets qu'elle avait. Elle a dit ça arrivera quand ça arrivera, ce n'est pas une priorité. Et d'ailleurs, vous connaissez cette expression nouvelle coupe pour une nouvelle vie? Maeva Genam a voulu la tenter. En effet, le 3 juillet, elle surprend tout le monde. Elle s'est affichée avec un grand changement sur les réseaux sociaux. Elle s'est offert un relooking capillaire. En story, elle écrit « Mes bébés, vous avez déjà ressenti d'aller chez le coiffeur pour une nouvelle coupe, une nouvelle couleur pour marquer un changement de votre vie ?» Et ensuite, elle s'est montrée blonde, moins que moi, mais blonde quand même, en disant « Je me suis faite blonde, nouvelle couleur pour une nouvelle vie ». Et pour une fois, elle n'a pas été insultée. En effet, on a vu pas mal de compliments de sa communauté. On pouvait lire « Ça fait drôle, mais ça te va bien, ça change, on t'aime, ça illumine son visage, ça lui va bien, on n'aime pas, on adore ». Du côté des collègues également, elle a été assez félicitée sur son physique de la part de Nabila, de Yelena, de Mélanie Lady Gamma. Tout le monde a approuvé son relooking. Cette expression serait donc vraie. Nouvelle tête, nouvelle vie. Visiblement, Maeva est passée du côté de l'amour des réseaux sociaux. Je suis blonde. En tout cas, vous m'avez trop manqué. Ça y est, je suis de retour. Je me sens beaucoup mieux. J'ai vraiment fait ça parce que j'avais besoin de changement. Et je me suis dit qu'une couleur de cheveux, ça allait être le début d'un renouveau. En tout cas, vous m'avez trop manqué. Je vous jure, c'était trop dur. Vous savez, ça fait plus de 6 ans que je suis habituée à vous, que je fais des stories tous les jours. Et là, je suis vraiment de retour, mon petit bébé. Et c'est d'ailleurs suite à cette coloration qu'elle a officialisé son couple. Oui, on a vraiment une chronologie, hein. C'est pour ça qu'il faut tout suivre. En story, elle a parlé de lui, en le qualifiant l'amour de ma vie et elle a dit que c'était pour son anniversaire mais qu'elle ne veut pas le montrer pour le moment. Sauf que, suite à tout ça, Maeva Genam a regretté sa couleur. Effectivement, après quelques jours, Maeva revient sur les réseaux en expliquant qu'elle n'arrive pas à s'aimer avec cette nouvelle couleur, qu'elle a l'impression d'être l'ancienne Maeva Genam. Il faut savoir qu'elle a passé 11 heures de sa vie à faire cette couleur, ces mèches, etc., cette coupe, et qu'aujourd'hui elle veut retourner visiblement à l'ancienne Maeva, un peu plus brune. Je vous laisse regarder. Ça n'aura pris que quelques jours, hein, mais je vous laisse regarder. Bébé, j'arrive pas à m'y faire pour ma couleur de cheveux. Donc je trouve que c'est très beau, la couleur elle est trop belle. Kayane m'a fait un blond incroyable, mais c'est moi qui n'arrive pas à m'y faire. Donc là en fait, je pense que je vais attendre quelques jours. En fait, je me fais trop, ça me fait penser à moi avant, à l'époque, quand on m'appelait Dora. Et je sais pas, je me regarde et je me vois, on dirait moi avant, et je sais pas, ça me plaît pas. Pourtant c'est beau, pourtant tout le monde me dit que ça me va bien et tout. Mais moi je sais pas, j'y arrive pas. Donc là je vais attendre quelques jours. Et si vraiment j'arrive pas à m'y faire, je vais pas me refaire brune. Je vais faire les cheveux marrons, glacés, genre vous avez, avec des reflets. Comme un peu la photo que je vous ai mise. Parce qu'une fois que je suis claire, genre après je peux faire. Mais pas du noir, genre. Moi je me vois pas être blonde platine. Je sais que ça m'irait pas. Mais un bon marron. Voilà. Parce que franchement, tout le monde me dit que ça fait beau et tout. Mais moi, en fonction des lumières, et même quand je me regarde et tout, genre, je sais pas si c'est parce que j'arrive pas à m'y habituer, mais j'ai pas le waouh, vous voyez? Vous en pensez quoi? En soi, elle fait ce qu'elle veut de ses cheveux. J'espère juste qu'elle va pas les détruire. Moi, je la trouve super belle en blonde. Je vous laisserai me dire si vous la trouvez plus belle en blonde qu'en brun. Chacun ses goûts après, effectivement. Mais moi, je trouve que oui, ça illumine son visage. Ça la rend plus gentille, plus joviale. Je vous laisserai me dire votre pensée. Mais ce n'est pas tout parce que les polémiques reviennent. En effet, dernièrement, Maeva a dit souffrir de dépression. Elle a dit qu'elle voulait aller voir ses amis pour en parler avec elle, mais que ses amis, visiblement, souffraient aussi de dépression, qu'elles étaient toutes dans un état dépressif. Elles ont dit un petit peu ça en rigolant, enfin ça avec légèreté, et ça n'a pas plu aux gens et ça me plaît pas non plus. Je vous l'ai dit il y a quelques minutes, j'aime pas trop qu'on rigole avec les maladies mentales et la dépression est vraiment une maladie. L'état dépressif lui est un trouble et ce sont des choses qui t'affectent au quotidien, qui sont très dures à gérer, et malheureusement rigoler de tout ça c'est toujours laisser ses préjugés et
ces stéréotypes en fait de « Ah, t'es triste, t'es en dépression », alors que non, c'est plus grave que ça et je trouve ça dommage. Donc après, oui, c'est pas vraiment une polémique extrême ou quoi que ce soit, mais moi personnellement, ça m'a touché parce que je suis déjà passé par là et je sais que ça peut toucher d'autres personnes. Donc faire attention avec les mots qui sont employés, surtout à des millions d'abonnés. C'est la raison pour laquelle moi, j'ai pas vraiment envie de rire de ça, mais plus de faire un petit message. Et pour toutes les personnes qui passent par ces périodes compliquées, tout mon amour, tout mon soutien, croyez-moi, les beaux jours sont juste derrière cette tempête. Mais voilà, pas mal d'actu pour Maeva Genam, c'est la manière que j'ai choisi de finir le cœur de l'actu. On va tout de suite se retrouver pour les gros dossiers. Il me semble qu'ils sont 2, on revient sur Julia Paredes et énormément d'exclus par rapport aux 50. J'espère que ça va vous plaire. Pas de mini-interview cette semaine, mais une découverte de la semaine qui, je pense, va vous plaire aussi. Donc je vous retrouve tout de suite après le jingle pour les gros dossiers. Comme chaque semaine, vous le savez maintenant, je reste sur mes notes pour les gros dossiers parce que ils sont plus gros, ils sont plus explicatifs et par conséquent, je préfère quand même rester sur mes notes. Nous commençons par parler de Julia Paredes chez Jérém Star. Oui, c'est quelque chose qui a fait pas mal parler en vue des paroles et des discours qu'elle a tenus. Je vous avoue que je pensais pas que ça ferait autant parler. Et puis finalement, j'ai regardé l'épisode de Baby Story et effectivement, il y a eu beaucoup de réactions. Donc j'attendais qu'elle sorte pour vous raconter. Dans cette vidéo, parmi les sujets, Julia Paredes a répondu aux haters qui accusent les influenceurs français d'aller habiter à Dubaï pour profiter des impôts et ensuite revenir en France pour profiter des soins français. Sa réponse n'a pas plu aux internautes. Julia, elle, vit à Dubaï, elle est séparée, elle a 2 enfants et dans l'interview, elle dit qu'elle a quitté la France pour des raisons de sécurité. Selon elle, des malfaiteurs suivaient ses faits et gestes sur les réseaux sociaux afin de savoir quand elle pouvait tenter de dérober des biens à son domicile. C'est ce qu'elle a dit chez Jérém. Elle a aussi parlé du harcèlement auquel sa fille devait faire face à l'école parce que c'est la fille de Julia Paredes. Par conséquent, elle se serait faite harceler. Et elle aurait même changé sa fille d'établissement à 3 reprises, mais au bout d'un moment, c'était plus possible, donc elle a décidé de déménager à Dubaï pour la sécurité. Et honnêtement, c'est vrai qu'il y a cette question de sécurité qui se pose. Plus j'avance dans mon taf, plus je vois des familles qui partent, etc. Et on peut se dire que oui, c'est pour le bien des enfants, mais on n'oublie pas non plus ce paradis fiscal, les impôts, etc. Après, ce que j'ai trouvé assez intéressant chez Julia, je ne sais pas si je l'explique après, mais c'est qu'elle explique aussi qu'il y a des choses qui sont extrêmement chères à Dubaï, qu'on ne paye pas en France, que donc il y aurait une certaine balance. Je sais pas trop. Et c'est vrai que je parle de Dubaï, mais il y a Bali, il y a plein d'autres endroits comme ceci. Et c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, Dubaï est un paradis fiscal et ce serait la seule et unique raison qui pousserait les influenceurs à s'y installer. Mais Julia a quand même rappelé que le coût de la vie à Dubaï est extrêmement élevé. Par exemple, la maison qu'elle loue lui coûte environ 700 000 € par mois. C'est énorme, d'autant plus que les placements de produits sont en déclin, que Booba a vraiment défoncé le milieu de l'influence pour celles et ceux qui se faisaient de l'argent facilement. Et je mets des guillemets, vous m'entendez, les arnaques, les placements frauduleux, etc. Pour moi, c'était de l'argent facile. Il mène une guerre sans merci sur les réseaux sociaux et le business semble être en déclin. Et je précise que je parle du business principalement des candidats de télé. Quoi qu'il en soit, Julia Paredes a donc vu sa paye baisser drastiquement. Elle explique qu'elle est passée d'un salaire de 35 000 € par mois à 5 000 €. Je ne sais pas si c'est aussi vrai que ça, étant donné que, vu les dépenses qu'elle dit, je pense qu'il lui faudrait plus que 5 000 € par mois. Selon elle, Booba a mis tout le monde dans le même panier et donc ça a fait du mal à tout leur business. Et elle dit qu'elle a beaucoup de frais en vivant à Dubaï. Notamment, elle paye un tas de choses qui sont gratuites en France. Et c'est pour ça qu'ensuite, ils ont parlé de son accouchement en France. D'abord, je vous laisse regarder pour Booba. J'entends tout le monde dire ils viennent ici pour pas payer d'impôts. Oui, on s'est fait connaître en France. Ça veut dire quoi? On peut plus bouger de la France. Il y a plein de marques françaises qui veulent pas bosser justement avec nous parce qu'on est à Dubaï. Je vais te dire la vérité, il y a des mois, je gagnais 35 000 €, 35 à 40K, ouais. Et après les polémiques, maintenant, on est à des 5 000. Putain, Booba, mais tu les as ruinés. Franchement, il nous a tué le business. Lui, il a fait le nettoyage naturel. Il vous a délogé, vidé vos comptes en banque. C'est ça. Et puis, paf, retour en Et ceux qui France. peuvent plus, au fur et à mesure, de mois en mois, il y en a qui partent. C'est ça. Parce que la vie ici, il faut l'assumer. Les haters, ça me fait rire parce que ils disent qu'en gros, c'est eux qui payent nos accouchements quand on va en France. C'est nous, en fait, qui payons leurs soins, etc. Parce que nous, on paye les hôpitaux. Moi, je suis seule, je suis épuisée, moralement, mentalement. J'ai fait une vraie dépression. Mais à me dire, en fait, peut-être que mes enfants seraient mieux sans moi. Pendant des années, on m'a dit que je pouvais pas tomber enceinte. Je tombe enceinte. Et lui, bien évidemment, il voulait pas du tout de cet enfant. J'ai eu tellement de mal à les avoir. Peut-être qu'avec ma maladie, tu vois, je pourrais pas en avoir un troisième. Et je me dis, j'ai jamais vécu une grossesse, love to love, où le papa m'a vraiment accompagnée. Moi, il voulait pas poser la main sur mon ventre.
Jérém a parlé des internautes qui taclent les influenceurs qui partent à Dubaï et qui reviennent en France pour faire des soins, etc. Parce qu'en effet, c'est pas la seule. J'avais vu Hilary faire la même chose, je sais plus qui exactement. Et elle explique que c'est une rumeur, tout simplement parce qu'elle dit qu'elle a payé son accouchement en France, qu'elle n'a plus la couverture sociale parce qu'elle est considérée comme expatriée et que par conséquent, elle paye leur accouchement en France. Et elle dit que elle aurait mieux fait de rester à Dubaï que de payer des billets d'avion pour la France, mais qu'elle a préféré accoucher en France. Je sais pas. Moi, je trouve que c'est assez bizarre, mais elle dit qu'en payant les hôpitaux, elle paye les soins de ses haters. Et par conséquent, les internautes se sont montrés scandalisés par rapport à tout ça. Je vous laisse écouter. Tu sais que j'aurais pu payer 5 000 € d'accouchement ici, ça m'aurait coûté moins cher que les billets d'avion pour retourner en France. Un accouchement ici, c'est 5 000 €. Mes billets d'avion m'ont coûté plus que 5 000 €. Alors, c'est parce que c'est justement ce qui est reproché à pas mal d'influenceuses. Elles vivent à Dubaï pour pas payer d'impôts, tout ça, mais alors elles viennent ensuite accoucher gratuitement en France. Mais nous, on vient accoucher déjà pas gratuitement parce que j'ai plus la sécurité sociale en France, donc je paye. On n'a plus de couverture sociale en France. On est considéré comme expatrié. Si j'accouche, si demain j'ai un problème, je vais me faire soigner en France, je paye. Les haters, ça me fait rire parce que ils disent qu'en gros, c'est eux qui payent nos accouchements quand on va en France. C'est nous, en fait, qui payons leurs soins, etc. Parce que nous, on paye les hôpitaux. Ils les payent pas, eux, ils ont la couverture sociale. Donc non, c'est nous qui payons. Oh là là, Dieu merci, grâce aux influenceuses, la France se fait soigner. Voilà. On fait des dons. Nombreux sont ceux qui ont rappelé la manière dont fonctionnent les cotisations sociales. Je cite, sur le site d'Amélie, il est expliqué que 90% des sources de financement de la sécurité sociale proviennent des cotisations et contributions financées par les salariés et les employeurs. Donc non, pas de Julia Paredes qui va accoucher en France. Une partie des impôts collectés par l'État finance les 10% restants. En termes un petit peu plus simples, ils disent que c'est un petit peu hypocrite et facile de se cacher derrière tout ça alors qu'ils ne contribuent pas aux soins. Mais ce n'est pas tout car comme j'en ai parlé, il y a cette fameuse guerre avec Booba qui impacte Julia également. Et Julia parle de Dubaï en disant que c'est pas forcément tant un paradis que ça. Elle dit notamment, il y a plein de marques françaises qui ne veulent pas bosser avec nous justement parce qu'on est à Dubaï. Je vais te dire la vérité, il y a des mois je gagnais entre 35 et 40 000 et après les polémiques on est à 5 000. Franchement, il nous a tué le business. Et je vais réagir, mais il est vrai que oui, il y a eu une grosse baisse, ça on peut pas se le cacher, mais est-ce qu'il a tué le business ou est-ce qu'il a révélé au grand jour des pratiques qui ne sont pas faisables, des pratiques qui ne sont pas éthiques, qui parfois ne sont pas légales non plus et par conséquent, maintenant, les influenceurs sont payés, je parle pour les placements de produits, avec ce qu'ils sont censés faire, avec des bons produits, avec des sites qui sont fiables, avec des produits qui sont reçus, des choses qui sont pas nocives, des choses qui sont vérifiées. Donc oui, le salaire a baissé, mais les clients sont plus contents. Donc dire il a tué le business, ça veut dire que on s'en fiche littéralement de ce qu'on vend aux gens et du coup je peux comprendre que les internautes aient été scandalisés. Pour les influenceurs, c'est catégorique, il y aurait un avant et un après Booba. On est toujours dans l'attente de la justice française que on ait une prononciation sur toute cette affaire. Je vous tiendrai au courant, mais ce n'est pas tout parce qu'un dernier point est sorti avec Jérém Star. Yesta et Wafa seraient tout en brouille avec Julia. En fait, elle explique qu'elle s'est disputée avec Yesta, toutes les deux étaient assez proches, notamment dans les premières saisons de Maman est célèbre, c'est vrai, mais Yesta aurait déçu Julia et elle explique qu'elle aurait arrêté de la suivre sur les réseaux sociaux. Pour vous expliquer dans les grandes lignes, Wafa aurait montré à Julia des messages de Yesta qui critiquent un petit peu le mode de vie de Julia, qui la jalouse, qui semble assez mesquin. Je ne sais pas si ces messages sont vrais, on les a pas vus. Connaissant un petit peu, d'après ce que je vois dans les émissions, le personnage de Yesta, ça m'étonnerait grandement, mais d'autres ont dit que Yesta était une vipère et que par conséquent, ce n'était pas vraiment étonnant. Je vous laisse regarder. Copine sinon à un moment donné avec Yesta. En fait, ouais. Elle m'avait même invité chez elle pour le mariage de Wafa. Je dormais chez elle avec Luna et tout. On s'entendait trop bien. Je l'adorais, franchement. Mais elle m'a très déçue. Ah bon? Vraiment, parce que du coup, c'est vrai que j'ai arrêté de la suivre du jour au lendemain sans lui expliquer pourquoi. Parce que je pouvais pas lui donner les vraies raisons. Parce que bon, maintenant je le dis parce que je parle plus à l'autre personne. Wafa m'avait montré les messages que Yesta lui envoyait. À l'époque, quand j'habitais en France, tu sais, j'avais une maison avec une piscine et tout. Elle répondait à mes stories en envoyant à Wafa et elle disait « Mais regarde, comment ça, elle arrive à avoir une maison avec une piscine? Moi, j'ai fait Koh-Lanta, j'ai même pas de piscine dans ma maison. Mais c'est qui, elle, pour avoir une maison comme ça? Mais enfin, tu vois, rabaisser. Et ça, en fait, ça m'a choquée. Mais t'es sûre? Parce que tu sais, les non, on-dit. Non, mais il n'y a pas de on-dit. J'ai vu son compte certifié, les messages, réponses, etc. J'ai vu de mes yeux.
Moi, je sais pas si c'est vrai, je sais pas ce qu'il en est, et c'est vrai que Yesta ne montre pas du tout cette image sur les réseaux, dans les diffusions et tout ça, donc j'arrive pas à me dire qu'elle puisse être comme ça, mais il est vrai que selon certains internautes, ça pourrait être le cas. Je ne sais pas ce qu'il en est, Yesta n'a pas pris la parole à ce moment, ou Wafa non plus, peut-être qu'elles sont au-dessus de tout ça, peut-être que ce sont des embrouilles qui sont un petit peu comme Solène et Nicolo pour faire parler, je sais pas trop, mais c'est vrai que si c'est vrai, c'est pas forcément cool. Après, on se demande pourquoi on fait confiance à personne, on sait pas ce qu'il en est dans ce milieu. Deuxième gros dossier, celui que vous attendez le plus avec toutes les exclus des 50. Alors je fais un petit message de prévention, peut y avoir du spoil suivant ce que vous êtes au courant, oui ou non. Je vais pas mal spoiler toute l'émission en soi jusqu'à à peu près la finale. Après la finale, enfin pendant la finale, quand il y aura les gens en finale, je vais pas regarder ce qui se passe sur les comptes des blogueurs. La raison étant que je veux pas me spoiler non plus. Donc on verra à ce moment-là, mais je pense pas regarder, je veux garder de la surprise aussi pour moi. Mais c'est pour vous tenir au courant que quand nous parlons des 50 saison 2, outre les rumeurs et les scoops, il y a aussi du spoil, donc faites attention si vous ne voulez pas être spoilé, parce qu'il est vrai que l'année dernière, je prévenais pas et je spoilais tout en me disant tout le monde est au courant de toute façon, mais non, pas forcément. Quoi qu'il en soit, je tiens à vous parler des 50 saison 2 parce que c'est vrai que depuis l'annonce du retour des 50 et le début de tournage, plein de choses se sont passées. On va donc faire un petit point pour mon émission. Je pense que les choses vont encore bouger jusqu'à la fin du tournage, donc on reviendra sur les actus au fur et à mesure du temps. Depuis le 3 juillet, le tournage a commencé pour la chaîne W9. On rappelle qu'en septembre 2022, cette émission est sortie, a eu un énorme succès et a conquis le cœur des téléspectateurs. Et aux dernières nouvelles, on a des théories un petit peu plus extravagantes les unes que les autres qui reviennent sur les 50 saisons 2, notamment le casting. Entre Pékin Express, Mario Premier Regard, Love Island ou même La Villa, le casting semble être assez riche. Voici quelques noms. Maïsan, Anthony Matteo et son ex Roman, Alex Guidi, Manon et Julien Tanti, Gary The Circle France, Héloïse et Naka, Jennifer et Fabrice, Amélie Netten et son meilleur ami, Les Apprentis, Fred, Stéphanie Clairbois, Cassandra et Giovanni, Anaïs Camizuli, Julie Ricci, Montaigne, Coralie Vital, Tressia, Jade, Stéphane, Jamel de Secret Story, Cécile et sa fille Anissa, Nicolas, Enzo de Cosmic Love, Scott et Lindsay d'Ultimatum, Mathias Desprinces, Thomas et Myriam de Koh Lanta, Greg le millionnaire et Marjolaine, Antoine Normandin, Zaven, Émilie Nefnaf, Bastos et Mélanie Dedigama, Jessica Herrero et Vivian. Oui, comme vous l'avez entendu, pas mal de noms et un casting qui promet d'être prometteur, de causer pas mal de problèmes comme Mélanie Bastos, mais bien d'autres. Mais c'est vrai qu'on voit pas mal d'ex qui vont devoir cohabiter ensemble, Anthony et Roman, Mélanie et Bastos, Greg le millionnaire et Marjolaine, Cassandra et Giovanni, ça sent les problèmes à planer, n'est-ce pas ? La blogueuse Shayara TV avait également annoncé que Eddie devait être de la partie, mais il aurait refusé la saison si Amélie Netten était au casting. Amélie Netten est au casting, par conséquent, on doit s'asseoir sur le retour de Eddie et Anaïs. Anaïs est là, je parle du retour du binôme et je trouve ça super dommage. Concernant les désistements, on a aussi eu Maddy et Benjamin Samat qui auraient finalement pas voulu faire l'émission, je vais vous expliquer juste après. Et quant à Kevin Gage, je vous en ai parlé au tout début, il n'a pas pu se rendre sur le tournage suite à une hospitalisation. En effet, Kevin a posté une photo en story en tenue de bloc d'opératoire et il a dit la semaine commence bien, dis donc. Creusons un petit peu sur tout ça. Premièrement, on a eu la fameuse rumeur sur Bastos. En effet, Bastos a posté la fameuse story, le fameux réel, je sais plus exactement, du lion qui dit « Hey toi, tu es convié, félicitations, nanana, tu vas participer aux 50 ». Le problème, c'est que cette publication, il l'a supprimée très rapidement, au point où j'ai pas eu le temps de l'enregistrer. Heureusement, j'ai pu retrouver une capture d'écran sur internet et en fait, du coup, on a eu cette rumeur qui disait que Mélanie Dedigama aurait peut-être fait en sorte que Bastos ne soit pas dans le programme. Peut-être qu'elle aurait demandé à la production de l'évincer, sinon quoi, elle ne viendrait pas. Mais finalement, d'après des blogueurs, Mélanie aurait déjà été au courant que Bastos viendrait, donc elle aurait accepté en sachant qu'il était là. Et d'après Varuekios qui a eu pas mal de petits scoops sur les 50, Bastos a bel et bien fait son entrée. Je vous laisse regarder.
les actualités autour de Mélanie Detigama et Bastos ne s'arrêtent pas là puisqu'on a eu plus d'informations quant à leur retrouvailles. En effet, d'après Skyres TV, Mélanie aurait gagné une épreuve face à Bastos, quelque chose qui ne lui aurait absolument pas plu. Et il y aurait bel et bien des tensions entre les deux sur le tournage. Je pense que pas mal de spoils et pas mal d'exclus sont à venir par la suite, donc je vous conseille de rester connecté à mes réseaux sociaux et à ma chaîne YouTube principalement pour qu'on voit un petit peu ce qui se passe dans le temps entre Bastos et Mélanie. Et il est vrai que les retrouvailles entre les deux semblent électriques, donc j'ai hâte de voir ce qu'il va se passer. Concernant Kevin, il a expliqué son absence en disant « Je ne vais pas trop être présent sur les réseaux sociaux ces prochains jours, je ne fais pas de tournage, j'ai passé des examens de routine il y a quelques temps car j'avais comme une gêne. Et puis ils m'ont découvert une boule dans la gorge. C'est assez gros, alors je ne vais pas attendre pour faire l'opération, je vais le faire tout à l'heure. Par rapport au tournage, j'aurais dû et j'ai envie d'y aller parce que je trouvais que c'était super, c'est tombé sur la même date, l'opération, je ne pouvais pas faire les deux et je devais faire un choix, c'est comme ça, c'est la vie. » J'ai cité uniquement avant de vous montrer parce que quand j'en ai parlé lundi ou mercredi, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « On comprend pas ce que Kevin dit, Rudy, tu peux nous citer ?» Donc j'ai cité, mais je vous laisse regarder. C'est fou quand même à la vie. Vous imaginez quand même, de base, je suis allé faire un test parce que je croyais que j'avais eu trop de Covid. Et quand je respirais, j'avais du mal. J'ai demandé à faire un... Comment vous appelez ça? Un truc de cardio, un scanner du thorax, scanner thoracique. J'ai demandé à faire un scanner thoracique et de ce scanner thoracique, il en est revenu que j'étais nickel. Et ils m'ont dit je devrais faire une échographie un peu plus haut, on voit quelque chose. Et de là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que on me dit qu'il fallait voir un endocrinologue. Je crois que c'est comme ça le mot, endocrinologue, je sais plus exactement. J'ai jamais entendu ça parler de ma vie. Et en fait, j'ai une boule là qui est arrivée, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi elle est arrivée là. Apparemment, ils m'ont dit c'est génétique. Mon père, il l'a pas eu. Après, c'est vrai que je crois que ses frères et tout, ils ont eu ça. Quand ils étaient plus jeunes, moi, c'est pas, j'avais jamais rien eu. En plus, j'étais dégoûté parce que la date, c'est pas tombé à la meilleure date pour l'opération. On m'a fait exprès. Mais bon, en tout cas, c'est comme ça. Évidemment, pour réagir, j'ai envie de dire que Kevin a eu la meilleure réaction possible. La santé passe avant, on s'en fout des tournages quand ta santé est super mal. Je crois que j'ai tapé sur le micro, je suis désolé. Et par conséquent, heureusement qu'il a été faire ces check-ups médicaux, cette opération et tout ça. Et il est revenu un petit peu plus tard sur ce qui s'est passé. Je vais vous expliquer parce que d'abord, on explique son opération. Le lundi 3 juillet au soir, il a bien subi son opération et dès le lendemain, il s'affiche avec un pansement à la gorge. Il dit « Wake up, pas mal dormi, ça va, bien manger aussi. Je pensais que ça allait être dur. Mais ça va. J'étais obligé d'aller prendre un petit peu l'air. Je ne pouvais plus. Ça fait du bien un petit peu de marcher tranquille. Je peux pas mettre de t-shirt, par contre je pris des chemises. Voilà, je suis sorti 5 minutes parce que c'est dur de rester enfermé quand même toute la journée comme ça. Je n'en peux plus. Là, ce soir je me pose, je vous explique un petit peu le pourquoi du comment. La balade fut de courte durée. Je suis sorti, j'ai éternué. Et en fait, j'ai un truc là dedans. J'ai eu très mal. Du coup, j'ai dû rentrer en urgence. Ils m'ont repiqué. Ils m'ont remis un peu des trucs pour me calmer. J'ai éternué, j'ai un truc là. Vous voyez, le fil, il est là, il est dans la gorge. En fait, en éternuant, elle m'a dit c'est comme si tu as un corps étranger. Elle m'a dit quoi? C'est comme si tu avais une fille, elle avait un tampon. Je lui ai dit, je suis pas une fille, je sais pas de quoi tu parles. Mais du coup, j'ai mal. J'ai compris quand j'ai pas mal, c'est parce qu'en fait j'ai pas ça et dedans il y a tous les trucs anti-douleur. Levé tout à l'heure, je suis sorti un petit peu. Ah bon, mauvaise idée. Donc c'est pour ça, outre les 50, on espère que tout va bien pour lui parce qu'en plus, je vous le dis là, au moment où je filme, il y a l'actu qui vient de sortir. Kevin a expliqué qu'il avait une tumeur à la gorge, j'ai pas trop bien compris, une tumeur qui était proche de la thyroïde et que ça aurait pu être assez aggravé. Heureusement pour lui, ce n'est pas le cas. Je vous laisse regarder ses explications. Alors, je vais vous expliquer un petit peu parce que j'ai plein de messages qui me disent tu nous as pas expliqué. J'étais persuadé de vous avoir expliqué ce qui m'est arrivé. En gros, j'étais un peu dans les papins ces derniers jours entre les cachets, les morphines, les trucs. Là, j'ai une infirmière qui est venue qui me met des pansements. J'ai une grosse cicatrice, elle fait 7 ou 8 cm, je crois exactement, je sais plus exactement. Là, j'avais un drain. En fait, c'est un truc qui rentre dans la peau pour drainer le sang, pour pas qu'il y ait d'hématome. En gros, je vous explique. J'ai eu une tumeur qui est arrivée, une tumeur en fait, et ça m'a fait peur. Mais en fait, une tumeur, c'est une boule chez les médecins, mais bon, une petite tumeur, déjà j'ai eu très peur. Elle a grossi vraiment vite parce que en août, j'avais rien. Août, septembre, je me rappelle plus, c'est quand j'avais fait les premières analyses. Comme ça, en fait, c'était des trucs comme ça que j'avais fait juste. C'était
c'était pas des analystes. Et de temps en temps, je sais pas, des fois je fais des scanners, des trucs, parce que je sais pas, bref. Heureusement que j'ai fait ça, et du coup j'avais rien. Vu que j'ai eu pas mal de Covid, je me suis dit, j'avais du mal à respirer, quand j'avalais ça me faisait mal. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc je suis allé faire un scanner thoracique. Une fois que j'ai fait ce scanner thoracique, ils m'ont dit que j'avais rien, donc j'avais rien au poumon, c'est nickel et tout ça. Mais quand j'avalais, ça me faisait mal comme si j'avais une gêne. Et je pensais que c'était là. C'est bon, je suis pas docteur après. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que au scanner, ils m'ont dit, tu devrais faire une échographie de là, il y a un truc qui est bizarre. Et il m'a dit, bon écoute, c'est chaud, c'est à côté de la thyroïde, donc ça peut être ça peut te faire un dérèglement et tout ça, mais bon, c'est des choses qui peuvent s'opérer facilement, tout ça et tout, si on le fait vite. Il m'a dit, maintenant le problème, c'est que ça grossit. Donc j'ai refait une échographie, et en fait, c'était passé de 4,2 à genre 4,9 cm en même pas 3 semaines. Mais ça sort de nulle part, genre j'avais rien. Apparemment, c'est des trucs qui sont génétiques, mais il m'a dit, ouais, vraiment c'est génétique ce genre de choses. Mais bon, voilà, j'ai notre rendez-vous d'ici une quinzaine de jours, parce qu'ils ont quand même envoyé la boule à tester, même s'il l'a testé directement sur place, parce qu'ils avaient tout pour la tester sur place. Et c'est pour ça que je l'ai fait avec ce docteur et dans cette clinique, parce que c'était vraiment adapté pour. Et du coup, ben là voilà, je suis quand même soulagé. Bon, faut faire attention, pas d'excès, rien, donc en même temps, restant à la maison, il ne va pas m'arriver grand chose. Kevin sera donc pas présent pour l'émission des 50 saison 2 et d'après les rumeurs, il aurait laissé sa place à quelqu'un d'autre. Beaucoup de gens pensent que c'est Maeva Guénam. Honnêtement, je l'espère pas. Même si je l'aime bien à la télé, etc., je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent ne pas la voir dans les 50 saison 2. Donc j'espère que la production écoutera les téléspectateurs et ne prendra pas Maeva. Nous passons maintenant à Madi et Benji. En effet, il y a eu tellement de rumeurs. C'était même les premiers noms qui sont sortis disant que le couple serait là. Mais malgré les différentes annonces des blogueurs, il n'a jamais été question pour Madi et Benji de rejoindre cette saison. Ils ne veulent plus du tout faire de télé-réalité et ça n'a absolument pas changé. Ils disent que c'est une émission super, qui a l'air incroyable et qu'ils vont la regarder, ça c'est sûr, mais ils ne veulent pas y participer. Ils n'ont jamais été sur la liste et c'est pour cette raison que je vous dis de faire attention avec les rumeurs des blogueurs, qu'on peut les écouter, on peut les entendre en fait, on peut y croire si on a envie, mais on peut aussi ne pas les prendre comme vérité absolue. Moi je croyais que Madi et Benji allaient venir, j'y croyais pas comme une vérité absolue, mais je me suis dit ah ouais, ça serait bien et finalement ce n'est pas le cas. Mais si on écoute absolument toutes les rumeurs qui sortent, rien qu'au niveau des éliminations, je ne vais pas tout vous expliquer dans les spoils, mais il y a beaucoup de blogueurs qui disent qu'il y a plein de candidats qui ont été éliminés, d'autres qui disent que certains d'entre eux oui, d'autres non, donc c'est assez compliqué. Donc c'est pour ça, on peut écouter un petit peu les informations qui se passent, on peut les prendre, mais ne pas les accepter comme vérité absolue, je pense. Mais quoi qu'il en soit, le tournage a commencé il n'y a que quelques jours et les tensions sont déjà présentes. Certains candidats ne se portent pas dans leur cœur, donc les clashs ont commencé. Sur le compte Instagram de Aquababe, on a eu des images du premier jour du tournage. On peut y voir le lion qui parle aux arrivants en expliquant un petit peu les règles du jeu, etc. Mais on voit surtout Cassandra et Giovanni qui se disputent et qui attirent tous les regards. Ils sont à peine arrivés qu'ils se crient dessus et du coup, ça promet pas mal d'audience. Et en parallèle, on a aussi Shayara qui a donné les noms des premiers éliminés, donc pas mal de spoil, attention. En effet, on a vu qu'il y a eu des éliminés du style de Gary et Ludivine, Flo, Héloïse, Anaïs Camizuli, Montaigne, Roman, Enzo, Giovanni, Cécile, Zadig. D'un autre côté, j'ai vu qu'il y avait Naka qui avait été éliminé aussi, j'ai vu qu'il y avait Vivian. Donc les noms, de toute façon, ils vont pas arrêter de sortir au fur et à mesure, mais certains donnent une version et d'autres une autre, donc je ne sais pas vraiment ce qu'il en est. Shayara nous raconte aussi que les 5 revenants de l'année dernière devaient s'affronter pour peut-être prendre la place de 5 autres. Moi, je pense que c'est comme ça que ça se passe, parce que sinon, ça serait pas les 50, mais les 55. Et dans ces anciens, nous avons Jessie, Mélanie, Amélie, Simon et Vivian. Et apparemment, ils ont réussi à rentrer dans le château et donc faire partie des 50 officiels. D'après ce que j'ai lu, 10 candidats auraient déjà perdu leur place. C'est un petit peu semblable à l'année dernière. L'année dernière, dès le premier jour, il y en avait 11 en moins. Donc, on sait que quand ils sont éliminés, après, c'est eux qui votent entre eux pour sauver ceux qui veulent repêcher suivant le chiffre indiqué par le lion. Le premier jeu aurait été la balle aux prisonniers par les renards. Donc, tu es touché, tu es sur le banc des éliminés. C'est un petit peu semblable à l'année dernière pour l'instant. On verra s'il y a des nouveautés qui se passent. Mais c'est vrai que moi, cette émission me donne beaucoup trop envie. J'adore les 50. C'est vraiment un jeu que je trouve incroyable. Ils l'ont très bien, ils ont très bien remasterisé Squid Game, j'ai l'impression. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Ça devrait sortir fin août, début septembre, d'après les pronostics que j'ai lus. Donc, j'ai hâte de cette saison 2 et j'espère que vous aussi. Ah ouais, et maintenant que vous avez un petit peu la liste des candidats, etc., dites-moi d'ores et déjà quel est votre préféré et pour qui vous êtes.
C'est sur ces belles paroles que les gros dossiers sont terminés. Je pense que l'émission est un petit peu plus courte que celle de la semaine dernière. Elle va durer environ 1h30. Mais comme je vous l'ai dit, je sors d'une période assez compliquée. Il n'y a pas beaucoup de choses non plus qui se passent à mort. Donc ça me permet de vous faire des émissions un petit peu plus concises. Nous passons tout de suite à la découverte de la semaine. Vous allez voir, elle risque de vous plaire. Pour la découverte de la semaine, nous parlons tolérance, nous parlons couleur, nous parlons émotion, nous parlons Drag Race France 2. Et oui, c'est le retour de Drag Race France comme l'été dernier et cette saison 2 fait déjà parler. Après l'épisode 1 qui a été diffusé vendredi dernier, on a pu découvrir les nouvelles queens, la nouvelle compétition et tout ça. Au moment où je vous parle, l'épisode 2 est sorti également. Je vais le regarder après mon tournage et j'espère qu'il sera à la hauteur du premier. Quoi qu'il en soit, on rappelle qu'on a donc 11 drag queens qui font un concours pour devenir la meilleure queen de l'année et par conséquent, on va avoir pas mal de choses qui se passent. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de compètes, beaucoup d'humour. On est vraiment sur une émission basée sur la tolérance, l'acceptation et c'est quelque chose que je trouve assez remarquable, d'autant plus que ça permet vraiment d'ouvrir les consciences, d'ouvrir les esprits sur la cause LGBT, sur qui nous sommes et le fait que nous ne sommes pas des monstres tout simplement. Pour vous présenter les 11 queens, nous avons Mami Wata, 24 ans, Sarah Forever, 33 ans, Ginger Beach, 44 ans, Moon, 31 ans, qui est la première Suisse pour Drag Race France, Kitty Space, 27 ans, Peach, 26 ans, Rose, 32 ans, Cookie Cunty, 29 ans, Vespi, 23 ans, Keyona, 31 ans et Punani, 32 ans. Si jamais vous voulez un petit peu mes favorites, moi j'aime beaucoup Vespi, d'après ce que j'ai vu dans l'épisode 1, et Moon, j'adore Moon. Franchement, très bon personnage. On a pu découvrir les premiers challenges tels que le Photoshop, la représentation sur scène, mais également les queens un peu plus en profondeur. Par exemple, Moon révèle sa transidentité à ses camarades qui notent bien que ses pronoms sont elle. Et je trouve que c'est remarquable de commencer là-dessus et de montrer en fait cette tolérance. Et moi, c'est quelque chose que j'adore dans cette émission, c'est les messages de tolérance et d'acceptation que nous avons par rapport aux queens. Quelque chose qu'on ne voit pas forcément dans toutes les émissions, qu'on ne voit pas forcément partout. Là, après, vous allez me dire, l'émission s'appelle Drag Race France, donc forcément, mais on parle quand même pas que des drag queens, on parle des gays, on parle des bi, on parle des personnes transgenres. Et ça, franchement, je trouve que c'est important de le faire sur des émissions qui sont regardées par beaucoup de Français et pas que notre génération, mais les générations d'avant et aussi les générations d'après. Donc juste merci France Télévisions pour ça. Mais Moon disait, il y a toujours un peu cette appréhension quand tu es une personne trans de te dire que la personne en face de toi peut ne pas comprendre, qu'elle n'a pas les cartes en main ou elle a seulement pas envie de comprendre qui tu es. Hello, moi c'est Mami Wata. J'ai toutes les qualités, je sais bouger, je sais danser, j'ai fait des cours de théâtre. Je m'appelle Sarah Forever. Quand les gens me voient, ils pensent que je suis folle. Moi c'est Piche. Piche, c'est un mot gitan qui signifie fallu. Je ne prononce pas les S parce que je trouve ça pas chic du tout. Je m'appelle Ginger Beach. Comme mon nom l'indique, je suis douce et aimante. Je suis Keyona. Les griffes sont limées. Je suis prête à faire des cicatrices. Vespi, enchantée. Je suis très française, l'élégance, c'est dans le sang. Je m'appelle Punani. Je suis inattendue, très créative, fraîche, pleine de peps. Je suis Rose. Je suis la reine de l'humour, la reine de l'improvisation, la reine du théâtre. Je suis Moon. Je suis une femme trans non-binaire. Je suis pansexuelle. Je suis romanichelle. Je coche toutes les cases et je casse tous les codes. Moi, c'est Cookie Cunty, une sorte de diva un peu du peuple, la femme du cinéma, une blonde hitchcockienne. Je suis Kitty Space. Quand les gens me voient, ils me disent « Ah, t'es trop belle !» Bah ouais, ils ont raison, of course. Comme l'année dernière, beaucoup d'émotions sont donc à attendre pour cette saison et au niveau des guests, on a des choses qui sont pas mal non plus étant donné que pour le premier épisode, nous avons eu Nicolas Sirkis de Indochine. Ce n'est pas rien, il commence fort dans cette nouvelle saison. On espère que la suite sera à la hauteur également. Est-ce que vous regardez Drag Race France? Est-ce que cette émission vous donne envie? Et si oui, quelles sont vos queens de l'année préférées? J'ai hâte de vous lire dans les commentaires. C'était une découverte de la semaine qui était un peu plus longue que d'habitude, mais j'avais très envie évidemment de mettre Drag Race France à l'honneur cette semaine. Et c'est comme ça que se conclut mon émission. Voilà tout le monde, c'était donc tout pour l'émission de la semaine sur le thème chic and sweet. Je pense qu'elle a été un petit peu plus courte que d'habitude. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en ont marre quand je me justifie sur la durée, mais moi j'aime bien vous faire quand même des émissions qui vous plaisent. Donc j'espère qu'un peu plus courte ne veut pas dire que vous n'avez pas aimé. Après en même temps c'est l'été, est-ce qu'on a le temps de passer 2 heures devant la télé à regarder Rudy? C'est possible, je sais pas pour tout le monde, mais j'espère qu'elle a pu quand même vous intéresser et vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez vraiment pas de liker 1000 likes sous les MTT, ça serait vraiment incroyable.
incroyable, ça permet de les faire connaître à tout le monde. En ce qui me concerne, je vous laisse là. N'oubliez pas de commenter avec le hashtag MTT, de mettre l'emoji du jour, de l'emoji de la semaine qui est un diamant. J'espère que j'ai pu vous apporter des actualités que vous n'avez pas entendues ailleurs et si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner juste en dessous si vous êtes nouveau ou nouvelle. On se revoit lundi, mercredi, peut-être vendredi et sinon quoi, nous nous verrons dimanche prochain pour Mixosity. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici, je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Buvez de l'eau et prenez soin de vous. Bye guys, love you.